Amis sportifs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Spectrum Télévision. Merci d'être là pour ce nouveau numéro de la Nuit du Sport. Nous sommes évidemment mercredi 19 novembre 2025. Dans 48 heures, la capitale camerounaise Yaoundé sera la capitale africaine de judo et ce sera à l'occasion de l'Open africain de judo qui se déroule à Yaoundé dès ce vendredi 21 novembre. Importance et enjeu d'un tel tournoi dans la pause actu dans un instant. Dans la seconde partie de cette émission, on va s'intéresser à deux thématiques directement liées au football. Tout d'abord, le processus électoral à la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, dont le ministre des Sports a demandé de surseoir afin de régler certains dysfonctionnements. Et vous le savez, le président sortant, Samuel Eto'o-Fils, est le seul candidat retenu par la commission électorale. Alors, jusqu'où ira cette nouvelle opposition entre les deux institutions, surtout que le MINAT a été donc saisi par le MINSEP afin de prendre les mesures qui s'imposent. La question en tout cas sera posée dans un instant et en ce moment évidemment de nombreux fans des Lions indomptables continuent de fustiger la non-qualification de l'équipe nationale de football pour la Coupe du Monde de football FIFA 2026. Fin de parcours, cap sur le prochain défi, a réagi chez la FECAFOOT peu de temps après l'élimination du Cameroun par la République démocratique du Congo. C'était le 13 novembre dernier à l'issue de la demi-finale des barrages Zone Afrique disputée au Maroc. On va en parler tout à l'heure. Nos invités ce soir, Maître Martial Biba, expert en arts martiaux et analyste des sports, est avec nous. Bonsoir Maître. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Spectrum TV. C'est un plaisir une fois d'être invité et apporter de nouvelles informations par rapport à tout ce que vous venez de dérouler. J'espère que nous allons passer un temps positif avec les autres co-panélistes et une fois de plus, je suis bien escorté pour apporter du nouveau. Juste à côté de vous, Serge Kamdem Kouam, ancien arbitre, ancien dirigeant du club, il est avec nous. Serge, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les co-panélistes et merci d'être conviés à cette messe du soir. Également en plateau ce soir, nous avons le plaisir de recevoir notre confrère Harry Epoupou. Il est directeur de publication du magazine Football Story. Magazine. Yes. Voilà, bonsoir Harry. Bonsoir Lydie, c'est un réel plaisir pour moi d'être là. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui ont pris rendez-vous ce soir pour nous suivre en direct. Et c'est un réel plaisir, un respectueux honneur que vous me faites en m'associant à un plateau aussi sérieux pour discuter de ces thématiques et apporter les éléments qui vont éclairer la lanterne de tous ceux qui ont décidé de nous suivre ce soir. Merci pour l'invitation, merci à toute l'équipe technique, au DG. Merci donc d'être là. Et juste à côté de vous, c'est avec plaisir que nous recevons Martial Yudom. Il est entraîneur de basketball. Avec lui, on va justement décrypter l'actu basket tout à l'heure. Coach, bonsoir, bienvenue. Bonsoir aux co-panélistes, bonsoir Lydie, bonsoir à tout le monde. Bonne émission à nous. Merci bien. Alors, je vous propose de démarrer cette émission par un petit clin d'œil sur le Maroc, car ce soir, on va connaître l'identité du Ballon d'Or africain 2025. Ce sera au cours de la cérémonie des CAF Awards 2025 qui se déroule à l'Université Mohamed VI Polytechnique à Rabat au Maroc. Et avant de demander à chacun son pronostic par rapport à cette actualité, permettez-moi de rappeler qu'avant cela, avant l'événement du jour, hier, il y a eu à Rabat, on devrait avoir quelques images au niveau de la réalisation, le lancement officiel de la campagne baptisée Maroc Terre de football par la Fédération royale marocaine de football et l'Office national marocain du tourisme. Et face aux différents invités venus de par le monde, le président de la Fédération marocaine de football, Fawzi Lekja, a notamment remercié tous ceux qui œuvrent pour relever l'image du Maroc et évidemment l'image de son roi. Il a également remercié la FIFA et la CAF pour leur accompagnement et à l'entraîneur de l'équipe nationale du Maroc des moins de 20 ans. Le président a demandé de transmettre ce qu'il a qualifié
de syndrome de la gagne d'une Coupe du Monde aux autres sélections nationales. Et un hommage spécial aussi a par ailleurs été rendu au roi du Maroc. Et voilà, et au Lion et Lionceau de l'Atlas, justement, on rappelle que l'équipe de moins de 20 ans du Maroc a récemment remporté la Coupe du Monde de cette catégorie après une finale remportée face à l'Argentine par 2-0. Signalons aussi que le président de la Fédération marocaine de football n'a pas manqué de saluer aussi le travail des influenceurs venus du monde entier ainsi que les médias présents à Rabat, parmi lesquels Total Football, par exemple, le magazine du consultant sportif Emmanuel Bankolo, à qui nous adressons nos salutations ce soir. Alors, une question à vous, messieurs. Les CAF Awards 2025, Maître Martial Biba, qui, selon vous, peut être sacré ce soir. Dans le trio final, il y a Hakimi, le Marocain, Mohamed Salah d'Égypte et le Nigeria avec Osimhen. Une très très bonne question. Vous avez d'abord développé en disant une chose importante, que le Maroc est une terre de football. Je pense que le Maroc est suivi depuis la Coupe du Monde, ou bien avant la Coupe du Monde. Mais les performances ont été confirmées depuis la Coupe du Monde, surtout par rapport à leur place en demi-finale en battant le Portugal par 1-0. Et ça fait en sorte que grâce à cette victoire, l'impact du football africain s'est dédoublé, c'est ici, et il y a des joueurs donc, qui se sont démarqués pour apporter ce qu'on appelle une certaine constance dans leur club. Et par la suite, on a vu si ils ont souvent une baisse de régime ou bien ils sont actifs dans tous les matchs, dans tous les événements, dans toutes les compétitions. On a constaté qu'ils sont tellement très engagés, c'est les mêmes joueurs. Et vous avez posé une question, je ne serai pas assez long. Je pourrais donner la chance et la bénédiction à un joueur comme Hakimi pour donner de la valeur de la foi. Je ne suis pas parisien. Je suis sportif. Vous n'êtes pas marseillais non plus. Je suis non plus marseillais ni parisien. Donc je pense qu'avec Hakimi, ça pourra donner un autre envol, ça donne un autre pouvoir pour la terre du football qui est le Maroc, pour que le Maroc constate qu'avec Hakimi, on peut maintenant bien gérer la Coupe d'Afrique des Nations. Un petit commentaire rapide, Harry, parmi les trois pour vous. Oui, Achraf Hakimi est bien parti pour gagner ce titre. Parce que vous savez, pour élire le joueur africain de l'année, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a déjà avoir participé à une compétition majeure et gagner des titres avec son club. Et l'impact du joueur dans ces différentes victoires. Bon, quand on regarde ce qu'a été le Paris Saint-Germain, son club, et ce que Paris a glané comme coupe, lui étant même en quelque sorte le moteur de cette victoire, ce serait une grosse surprise que de ne pas le voir rentrer avec le titre. Mais ça reste une élection avec toutes les surprises aussi sont aussi permises. D'accord. Alors les délégués, les différents journalistes et autres qui sont dans le jeu, qui constituent le collège électoral, vont donc décider pour voir. On peut peut-être seulement décrier l'absence de Cameroun, hein? Oui, bon. Mais on n'est plus là. Au départ, quand même, on était dans quelques catégories, meilleur gardien, etc. Mais là, à la fin, on est nulle part. Bon, on est nulle part. Bon, moi, je pense que ce n'est que partie remise. Dès l'année prochaine, on parlera d'Mbemo et beaucoup d'autres choses dans d'autres personnes. Et alors, on peut regretter aussi l'absence de Guirassy de ce trio-là, le trio final, parce qu'il a fait aussi une bonne saison avec Dortmund. Bon, mais vous savez, avec les élections, il y a toujours des surprises. Un commentaire sèche pour vous, Hakimi, Salah, Osimhen. Des 3 cadres d'or, il faut dire que Hakimi, à qui nous souhaitons déjà prompt rétablissement, parce que c'est le joueur qui, depuis bientôt 2 ans quand même, le joueur africain qui, je peux dire, donne de la valeur au foot africain et montre une immensité de son talent à travers sa polyvalence. Quand vous le voyez dans le jeu aujourd'hui, personne ne peut de façon catégorique dire que c'est un latéral ou
défenseur. Il est devenu un joueur d'une polyvalence qui, à mon avis, rend le football davantage plus attrayant. Et le voir ballon d'or serait effectivement une consécration. Donc je pense que le Maroc non seulement est une terre d'accueil, mais est l'exemplarité même de ce que l'Afrique souhaite avoir comme miroir. Aujourd'hui, le Maroc accueille toutes les grandes compétitions que nous faisons sur le plan africain. Et même la FIFA lui fait une certaine confiance. La proximité avec le continent européen joue pour beaucoup. Et l'organisation qu'ils ont en interne chez eux montre qu'il y a un travail de fond qui est fait. Parce que quand vous avez une catégorie minime ou cadette qui peut vous remporter les U20, qui peut vous remporter une Coupe du Monde, ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est fait. Et nous savons que déjà au niveau du championnat professionnel là-bas, ils sont à un autre niveau où les joueurs ne pensent pas, ne rêvent pas à partir dans les milieux obscurs, ils rêvent à rester plus au terroir et ne partent que quand c'est vraiment alléchant de se retrouver dehors. Donc, Akini sera pour moi la consécration même du Maroc au niveau de sa toute-puissance, à ajouter à cette équipe qui a été championne du monde. Je pense qu'Akini va venir davantage asseoir la suprématie du Maroc. Je pense que ce sera un bon ballon d'or. Pour terminer, coach Judom, c'est un peu la même lecture. Oui, la même lecture. Ils ont joué la même compétition. Je pense la Champions League sur cette base-là. Hakimi a gagné. Paris a remporté. Voilà. Et puis, il devient depuis 2 ans incontournable au sein du PSG. C'est vrai que Salah aussi méritait bien, mais en dehors du championnat d'Angleterre qu'il a gagné, il n'a pas un autre titre majeur. Donc, je pense que je respecte le choix des autres. En tout cas, on attendra bien de connaître l'identité de l'heureux élu au cours de la cérémonie des CAF Awards. Ici au Cameroun, la pause actu, voilà, c'est la 8e édition de l'African Open de judo de Yaoundé qui se déroule du 21 au 23 novembre prochain du côté du Palais des Sports. Une vingtaine de pays attendus dans la capitale camerounaise pour ce tournoi continental. Plus de 160 adeptes par exemple, seront de la partie. Il faut donc rappeler que le tournoi démarre. Là, on parle d'abord du judo. Merci bien Eringando qui a la réalisation. Le tournoi démarre dans ce vendredi 21 novembre avec la catégorie junior. Samedi 22 novembre va suivre la catégorie des cadets et les seniors vont descendre sur le tatami le dimanche 23 novembre. Et là, c'est l'élite du judo africain qui sera donc sur la scène. Alors, avant de peut-être poursuivre, Maître Biba, quelle est, selon vous, l'importance d'un tournoi comme l'Open, généralement? Oui, les images, je pense que les images sont en train de répondre parce qu'il y a une certaine organisation. Quand vous regardez les images, sur le plan sportif, il y a des sportifs qui sont réservés, même sur le plan vestimentaire, mais eux, ils s'engagent complètement. Vous voyez des tenues qui sont bien neuves, ça veut dire qu'ils n'ont pas de répit. L'importance des judogi, merci. L'importance de ce qu'on appelle l'Open, parce que dans les arts martiaux, comme le judo, le karaté, il y a les compétitions Open, les compétitions et puis par équipe. Les Open, c'est des compétitions ouvertes, mais individuellement. C'est différent par équipe. On peut faire les tirages au sort. On dit les moins de 68 kilos, vous êtes nombreux, et puis maintenant on fait le tirage au sort. Vous rencontrez entre vous les moins de 68 kilos, ce qu'on appelle les Open. Pareil pour les autres catégories. Mais maintenant, c'est beaucoup plus très avantageux pour une pareille compétition de rehausser l'image du judo en termes d'évaluation. Surtout que les judokas sortent des Jeux islamiques. Et de la solidarité à Riyad. Ils ont vu les forces et faiblesses, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, ils se remettent rapidement dans le travail pour pouvoir maintenant saisir de l'occasion et de constater que c'est un élan. C'est un coup d'essai beaucoup plus crucial pour pouvoir évaluer les judokas et de bien maintenant contrôler cette compétition en terre, c'est-à-dire maintenir l'impérialisme. Vous ne pouvez pas sortir d'une compétition où vous n'avez pas fait bonne impression, ou bien vous avez été moins, et qui est un pareil événement au Cameroun. Si vous n'enchaînez pas avec des résultats un peu évoluants,
Ça veut dire que vous n'avez pas pris les leçons en sortant d'une autre compétition. Ça veut dire que vous vous mettez au travail pour maintenant montrer la différence. En ce moment, les judokas sont beaucoup plus dans le travail d'abord pour cet Open de Yaoundé parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont dans leur calendrier. En dehors de cet Open à Yaoundé, vous avez... Mais avant, je voulais rester un tout petit peu, parce que vous faites bien d'évoquer les Jeux islamiques de Riyad en Arabie Saoudite. On sait que le judo était la première discipline à offrir la première médaille à la Team Cameroun, une médaille d'argent, et que à la fois le Cameroun faisait partie quand même des 37 pays qui ont aligné les judokas à ces Jeux. Sur 177 athlètes, le Cameroun n'avait que 6 athlètes. Oui. Et on a quand même réussi à décrocher une médaille d'argent. Il y avait 4 dames et 2 messieurs. Et sur le plan africain, le Cameroun a terminé deuxième après l'Égypte. Est-ce qu'on peut donc dire que, par exemple, ce top 1 de Yaoundé qui démarre vendredi, il sera question de faire quoi, maître, de capitaliser sur ces résultats, de faire mieux que ce qu'on a vu justement à Riyad? Oui, effectivement, c'est de faire mieux. Vous savez, au niveau, excusez-moi de revenir au niveau des Jeux islamiques de la solidarité, avec six athlètes que vous venez de citer, quand je dis qu'ils n'ont pas fait bonne impression, ça veut dire, je me mets à la place des athlètes qui pouvaient faire mieux. Ça veut dire que quand on compte sur la médaille d'argent de Ndjege Mounet, qui a ouvert la voie aux athlètes de toutes les disciplines qui étaient là-bas, 50 je pense, 10 disciplines, au moins 51 athlètes. Au total, avec la Team Cameroun. Avec la Team Cameroun. Mais maintenant, quand on regarde la performance de Sopimbela, je me mets à sa place, elle n'a pas fait bonne impression. On continue d'attendre. On regarde la performance des autres, Biamizita, Baba Matia aussi, et autres. On continue d'attendre. Mais on constate que dans le lot, il n'y a que Ndjenge Mounet qui est venu, qui a porté la médaille. Ça et qui reste un peu constante depuis même les championnats d'Afrique à Abidjan. Effectivement. Ça peut donner, sur le plan individuel, et surtout pour Ndjenge Mounet seul, une force psychologique de bien passer l'Open de Yaoundé. Et maintenant, ça donne maintenant une certaine pression psychologique. C'est-à-dire que Ndjenge a cette ascension psychologique, mais les autres qui n'ont pas fait bonne impression ont cette pression psychologique de faire mieux, comme vous venez de poser la question. Parce que à Riyad, ça n'a pas fait bonne impression. À Yaoundé, il faut que ça fasse bonne impression. Puisque si on ne fait pas bonne impression à Yaoundé... Surtout que devant, il y a Abidjan encore. Effectivement, j'étais en train de venir pour les Jeux, par exemple, l'Open, African Open d'Abidjan qui arrive. Vous avez les premiers Jeux de judo de la francophonie à Kinshasa. Et vous avez maintenant les Jeux africains de la jeunesse de Luanda qui vont se passer aussi en décembre. Ça veut dire qu'ils ont un calendrier bien serré qui leur permet de bien faire l'Open de Yaoundé et d'avoir maintenant un esprit d'équipe. C'est-à-dire quittant de l'Open pour des performances individuelles, d'avoir l'esprit d'équipe, d'aller maintenant affronter les autres échéances. Parce que quoi? Parce que à Riyad, Ndjenge Mounet a fait bonne impression, mais le judo a été même favorable parce que c'est la seule... Le judo est la seule nation africaine qui a aligné l'équipe même de judo. C'est-à-dire que quand on parle d'équipe de judo, c'est le Cameroun seul qui a aligné l'équipe de judo. Et ce qui fait que le président, Maître Alain Christian Kingé, il a accompagné ses athlètes dans toutes les compétitions. D'abord, se faire évaluer. Et maintenant, au niveau du discours technique, de mettre chacun face à son dessin. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui se prépare sur le plan organisationnel, sur le plan technique et maintenant sur le plan de la réussite dans les autres compétitions. Et c'est tellement apprécié de telle manière qu'une discipline comme le judo, qui est constant au niveau des compétitions, qui est constant même au niveau des performances. Parce que quand même il y a 10 judokas qui sortent, même si c'est 5 judokas qui sortent, on a déjà la confiance qu'il y a au moins 1 à 2 médailles qui vont rentrer. Moi, j'ai dit chapeau pour l'instant et bonne chance à tous les athlètes qui vont, une fois de plus, je ne serai pas surpris, qui vont faire bonne impression. Une autre question avant de passer la parole aux autres. Je rappelle quand même que Maître Martial Biba, c'est 40 ans de pratique d'arts martiaux. Donc, c'est un véritable expert qu'on a sur ce plateau. Vous le disiez tantôt, on a ce Open de Yaoundé qui démarre ce vendredi. Et devant, il y a évidemment l'Open d'Abidjan qui va s'enchaîner et d'autres compétitions à NDRC à Luanda. Comment est-ce que on prépare tout ça?
C'est-à-dire on n'a pas le temps, l'équipe n'a pas le temps en fait de souffler. Comment est-ce qu'on on se prépare? Ok, je vais répondre. Premièrement, comme j'ai dit, l'Open, c'est d'abord un travail individuel, mais par catégorie. L'Open aussi, c'est une compétition qui est ouverte, même dans les autres nations. Et la préparation pour ce genre d'événement, je prends des solutions sur le plan général du sport. Et je reviens en judo. Les 3 piliers que j'aime souvent citer peuvent aussi intéresser dans le judo. C'est-à-dire que les 3 piliers de la performance d'un sportif en carrière. Premièrement, nous avons la préparation physique. Cette préparation physique qui concerne soit le cardio training. Il faut revoir le cardio parce qu'il y a des athlètes qu'on peut détecter qui sont techniques, mais qui sont trahis par le cardio. On regarde tous ces problèmes. Il y a la puissance, il y a l'endurance, il y a la résistance, il y a la force. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans la préparation physique. Après la préparation physique, vous avez la préparation neurophysiologique qui comporte 2 choses, à savoir la récupération et la diététique. Vous comprenez? Ça veut dire que le staff a... Tout ça en espace de quelques jours C'est d'abord les athlètes. C'est d'abord les athlètes professionnels. C'est-à-dire que ce qu'on apporte au niveau des entraînements, c'est pour réajuster, pour ramener les athlètes au bon niveau. Donc, il n'y a pas une question de tout ça. Préparation physique, préparation neurophysiologique au niveau de la récupération et la diététique. Dans la récupération, on sait que vous travaillez dur, donc tout ce que vous venez de citer, vous devez récupérer. Et c'est là où la discipline entre en question. Ça veut dire que vous ne pouvez pas terminer les séances d'entraînement de judo, vous préparez l'Open à Yaoundé, on trouve les judokas peut-être en train de déambuler. Non, il y a une récupération, il y a maintenant une certaine diététique. Il y a beaucoup de choses qui entrent pour nourrir les centres vitaux pour pouvoir faire une préparation. Et là, le 3e point, c'est la préparation cognitive. Ça veut dire que la cognition qui entre maintenant dans les problèmes de stress, les problèmes de gestion de stress, les problèmes de gestion de conflits entre les athlètes, les problèmes de gestion de conflits entre les athlètes et le staff. On regarde quand tous ces 3 piliers de la performance d'un sportif en carrière sont préparés, le staff technique peut commencer à développer une certaine assurance à 90% que les athlètes peuvent faire bonne impression. Vous savez, le corps humain est réceptif et répulsif. Tous ces athlètes sont des athlètes de haut niveau. Maintenant, on a un staff technique qui doit déceler les forces et faiblesses au niveau des Jeux islamiques de Riyad pour maintenant apporter un certain progrès pour les Open de Yaoundé, l'Open de Yaoundé. Si le staff technique n'applique pas tout ce que je viens de dire, on va tout simplement faire ce qu'on appelle du surplace. Ça veut dire que quoi? On a eu à faire un certain nombre de techniques aux Jeux islamiques et de la solidarité à Riyad. On continue à faire les mêmes séances d'entraînement alors que les compétitions sont différentes. Les motivations sont différentes, les objectifs sont différents. Il faut apporter un autre discours psychologique au niveau des compétitions. L'Open à Yaoundé est différent d'African Open d'Abidjan. L'African Open d'Abidjan est différent des premiers Jeux de la francophonie à Kinshasa et c'est différent avec maintenant les Jeux africains de la jeunesse de Luanda en décembre qui arrive. Donc il faut un travail de fond là-dedans et il faut aussi être tellement stratégique. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez, vous pouvez détecter, je pense ça comme ça, la faiblesse de Sopimbela au niveau de la saisie, du déséquilibre de la projection. Peut-être qu'elle a un temps mort quand on veut la déplacer, elle veut s'ajuster et c'est là. Si vous venez, vous insistez au niveau de la sévérité d'un certain nombre de techniques, vous fatiguez l'athlète, vous pouvez faire blesser l'athlète et l'athlète, entre-temps, tombe dans le 3e point au niveau de la préparation cognitive, commence maintenant à faire un jugement au niveau du staff technique. Est-ce une façon de préparer la relève à ma personne? Est-ce une façon vraiment de me bosser ou est-ce une façon de me donner cette responsabilité de pouvoir me relever car je venais de faire une compétition qui n'a pas fait bonne impression au niveau du staff technique? Ça fait beaucoup, hein? On a quand même aussi un autre entraîneur sur ce plateau. Alors, coach Marcia Yudom, quand on est engagé sur plusieurs fronts, comme c'est le cas par exemple du judo, on prépare des équipes par rapport aux différentes compétitions ou c'est tout le monde qui est concerné? Comme il a dit, on commence une préparation générale, spécifique, il faut penser à l'entretien, parce que l'entretien est la base la plus importante et le discours, c'est le plus difficile lorsque vous avez un athlète qui doit participer à plusieurs compétitions, il faut
trouver les mots justes à chaque fois pour le remotiver. Il faut rester concentré sur les différentes compétitions. Il faut adapter tout. Il y a le climat qu'il ne faut pas négliger. Il a parlé du reste. Donc, je préfère ne pas insister, revenir sur ce qu'il a déjà dit. Alors, Sèche Kamdem, peut-être pour sortir aussi, Harry, sur ce sujet, pour vous, l'importance d'un tel tournoi, qu'est-ce qu'on peut attendre de nos athlètes? Je pense chaque fois que vous avez la chance d'avoir des professionnels d'un domaine, des experts comme Maître Biba, ou bien comme le coach Udom qui vous parle du plan purement technique. Nous, ce qu'on peut dire de façon globale, c'est que tous les sports méritent d'être entretenus dans ces pays. Nous sommes encore au judo, hein? On va parler basket dans un instant. Et le judo, pour moi... Non, on est au judo. D'accord. Et le judo reste un des sports favoris dans les arts martiaux. Et quand on parle d'Open, ça veut dire qu'au niveau du Cameroun, il y a des personnes ou des personnalités qui entretiennent cela dans l'intérêt de notre jeunesse. Et nous devons encourager. Oui. Et ça fait aussi fier de savoir, ça fait plaisir de savoir que le Cameroun reste une terre d'une multitude de sports. Parce que parler judo alors que tous les jours on parle football, basket, volley et autres, ça veut dire qu'il n'y a pas de sport mineur comme on le dit. Et je pense qu'il faille seulement savoir faire une communication sereine comme vous êtes en train de le faire, encourager cette jeunesse pour qu'un Open comme celui-là puisse se dérouler dans les bonnes conditions. Donc pour moi personnellement, je peux qu'encourager l'initiative et nous dire pourquoi pas nous intéresser à travers des plateaux comme celui-ci au judo qui reste une discipline à laquelle tout le monde peut se lancer, quel que soit l'âge aussi, je pense bien. Voilà. Maître Biba dit oui. Voilà. Ouais, je confirme ce que Serge vient de dire, c'est normal. Pourquoi? Parce que le judo, nous n'allons pas revenir là-dessus, c'est l'une des fédérations, nous l'avons dit, l'une des fédérations actuellement les mieux organisées en termes de constance dans les compétitions, en termes même au niveau sur le plan national et international, en termes même de prouesse. Parce que si on met un autre sportif à la place, par exemple, de Sopimbela, il faut avoir de l'énergie interne pour résister à toutes ces compétitions, être constamment aux entraînements, être constamment en compétition, revenir dans d'autres compétitions. Et c'est là où je profite pour terminer une fois de plus pour qualifier le travail de Maître Alain Christian Kingué, le président, avec son staff. Et ça me fait revenir toujours au grand maître fondateur, le maître Digoro Kano, qui a créé le judo, toujours en 1882, et qui avait dit que le judoka ne combat pas son adversaire lui-même, il cherche à élever l'homme pour élever l'humanité. Donc je vois que maître Alain Christian Kingué a élevé le judo vraiment sur le plan de l'humanité pour qu'on constate, comme Serge a dit, le judo fait partie des sports les plus constants, les plus méritants, comme on parle du football, comme on parle des autres disciplines. Donc une fois de plus, chapeau, nous souhaitons tout simplement qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient suivis et qu'on leur donne des chances, même sur le plan peut-être diplomatique, puisque si le judo accueille l'Open, c'est le Cameroun, c'est l'État qui accueille l'Open, il faut, sur le plan sécurité, sur le plan organisationnel, sur tous les plans, pour que ça se passe bien et que les athlètes se sentent à l'aise. Alors, est-ce que Harry, pour pouvoir aller couvrir cet Open des judo? C'est possible que nous puissions le faire. Ouais. On va voir dans ce que cela pourra nous proposer. Mais je voudrais seulement dire que l'Open a été très bien préparé. Très bien préparé. On se souvient de la réunion qui s'est tenue entre le président Alain Christian Kingué et son staff qui se sont rendus en France dernièrement le 5 novembre dernier pour rencontrer le président de la Fédération française de judo en vue de mettre sur pied toute une école d'entraîneurs de judo dans la sous-région. Teddy Riner viendra aussi? Voilà. Et ce serait bien. C'est une bonne chose. Il était donc question qu'on puisse former les entraîneurs et qu'il y ait un échange technique entre la Fédération française de judo et la Fédération camerounaise. Et depuis, donc, vous voyez, il y a eu les Jeux islamiques, maintenant on est à l'Open. Et donc, toutes ces techniques-là sont en train d'être implémentées parce qu'à l'heure où actuellement on vous parle, il y a tout un recyclage. Comme ça que ça se passe avant les compétitions. Des entraîneurs, des arbitres, tout qui sont déjà en recyclage. Parce que c'est pareil aussi, recyclage actuellement. Voilà, donc c'est pour dire que
ces techniques-là sont en train d'être mises en place. Et dans les jours à venir, on aura beaucoup plus de médailles. Parce que le judo, c'est la discipline qui apporte, jusqu'à présent, qui apporte plus de médailles sur l'échiquier sportif camerounais. Donc, quand le président et son staff prennent des initiatives de ce genre, d'être avec une grande fédération comme la Fédération française, les Français, la Fédération française a pu faire des champions olympiques. Teddy Rina, Teddy qui là? David Douillet. Ouais, donc tous ces champions olympiques. Donc si aujourd'hui peut avoir cet échange et puis permettre à ce qu'au Cameroun, il y ait une école où on forme non seulement des athlètes de haut niveau, aussi des entraîneurs de haut niveau. C'est pour dire que le judo a des très beaux jours devant lui au Cameroun. Son avenir n'est que radieux. Donc on verra de très belles choses lors de l'Open et dans toutes les autres compétitions qui vont suivre. Et puis, les athlètes qui n'ont pas eu un bon rendu ou un bon rendement du côté de Riyad auront des occasions de se rattraper. Encore que sur le plan continental, c'est les meilleurs que nous avons chez nous. Donc ça fait que ça va aller, ça va bien fonctionner, ça c'est sûr. Dans l'Open, c'est une grosse répétition générale, mais on va les juger sur toutes les compétitions dont parlait le maître Biba tout à l'heure. Toutes ces compétitions, on va voir quelle est vraiment la performance de la team Cameroun en ce qui concerne le judo. C'est le lieu de dire à tous ceux qui nous suivent à la maison que le judo est bien parti. Pour tout rassembler, pour nous mettre à l'aise, pour nous apporter encore beaucoup plus de médailles et puis renforcer toute la fierté sportive qu'on a déjà eue peut-être avec d'autres disciplines. Mais le judo permet, n'est-ce pas, au sport camerounais avoir la tête au-dessus de nous. Alors on va donc rappeler que la 8e édition de l'African Open de judo de Yaoundé, c'est donc du 21 au 23 novembre au Palais Polyvalent des Sports du côté de Yaoundé. On va rapidement vous proposer cette fois un reportage sur le handball avant de parler basket. Le handball, vous le savez, le Cameroun qui s'apprête donc à participer à la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior messieurs. C'est prévu dès janvier prochain du côté de Kigali au Rwanda. Il y a quelques jours, il y a eu la cérémonie du tirage au sort. Question pour le Cameroun justement d'être fixé sur ses adversaires. On fait le point dans le reportage qui va suivre. L'équipe nationale de handball senior du Cameroun prépare la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2026 au Rwanda. Il y a quelques jours, 33 joueurs ont été sélectionnés par l'entraîneur principal Bertrand Djantou pour le stage préparatoire. Outre les handballeurs qui évoluent au sein des clubs du championnat local, figurent également sur la liste des joueurs qui évoluent dans les championnats étrangers comme ceux de la France, de Dubaï, du Maroc, de la Libye, du Sénégal et du Congo. En attendant le démarrage effectif du stage, signalons que le Cameroun est fixé sur ses adversaires du premier tour depuis le 14 novembre 2025, jour du tirage au sort qui s'est déroulé à Kigali, la capitale rwandaise. Le Cameroun, logé dans le groupe C, sera opposé à la Tunisie, 10 fois championne d'Afrique, la Guinée et le Kenya. Le groupe A est composé de l'Algérie, 7 fois sacrée, du Nigeria, du Rwanda, pays hôte, et de la Zambie. L'Égypte, qui a remporté cette compétition 9 fois, hérite de l'Angola, du Gabon et de l'Ouganda dans le groupe B. Enfin, le groupe D regroupe le Cap-Vert, le Maroc, le Congo et le Bénin. Rappelons que la 27e édition de la CAN Senior de handball masculin se déroule du 21 au 31 janvier 2026 au Rwanda. Un commentaire rapide, Sèche Kamdemkwam. Alors, on a ce tirage-là, Cameroun, Tunisie, Guinée, Kenya au premier tour. Pour vous, ça peut être favorable ou pas? Vous savez, quand on est Camerounais, surtout au niveau d'une compétition aussi importante,
On se dit toujours qu'on a les moyens de sa politique, surtout si on s'est bien préparé. Je pense que les spécialistes ici, les experts l'ont dit à leur façon. Ils ont dit qu'il est important toujours de penser d'abord à la préparation en général elle-même et après rentrer dans les spécificités. Et si on a travaillé en tenant compte de la perspective des adversaires qu'on a, ça veut dire qu'on a donné les arguments à nos joueurs ou joueuses pour que les adversaires qui seront en face trouvent du répondant. Maintenant, vous savez, ça se joue souvent sur des détails. Une équipe camerounaise bien en place qui, dans son bloc, va être assez réactif et peut contrer, pourrait surprendre une équipe même comme la Tunisie, pourquoi pas. Donc, tout est possible là-dedans. Maintenant, et je pense aussi que le handball africain, surtout camerounais, ne sent pas mal parce qu'on parle d'une équipe comme le Tonnerre, Kalaraki se retrouve régulièrement sur cette scène-là, ou bien les équipes comme la FAP et autres. On a comme impression que le Cameroun quand même a une terre aussi d'athlètes dans le monde du handball. Et ça, c'est une chance pour nous. On pourrait capitaliser cela dans une compétition comme ça, pourquoi pas, et y ressortir avec, pourquoi pas la première place. Moi, je souhaite même que nous, en patriote, ils sortent avec le meilleur trophée qui existe là-bas. Donc, si c'est la médaille d'or, que ce soit la médaille d'or. Si c'est le titre de champion. Ça fait après 50 ans que le Cameroun est pu monter sur un podium en handball. Les défis sont faits pour être relevés en tout cas. Voilà. Alors, coach Martial Udom, on en vient au basketball aussi parce que là-bas il y a les qualifications pour la Coupe du monde de basketball dont la phase finale est prévue en 2027 du côté du Qatar et le Cameroun va donc disputer ce tournoi qualificatif là à partir du 27 novembre prochain. Le Cameroun sera opposé au Cap-Vert comme on verra sur le tableau tout à l'heure. Le vendredi 28 novembre, la Libye sera donc opposée au Cameroun. Et puis notre dernier match, ce sera le 30 novembre face à la formation du Soudan du Sud. Est-ce que c'est un tirage pour vous qui a été clément ou pas pour le Cameroun? Du coup, pourquoi vous semblez vouloir respirer du coup, lorsqu'on a le Cap-Vert, lorsqu'on a le Sud-Soudan, il faut rappeler que le Sud-Soudan, pendant les Jeux Olympiques, je crois, avait gagné les États-Unis. Donc, on ne va pas dire que c'est un tirage favorable, mais bon. Nous sortons d'une compétition. Nous sommes au basket, nous étions bien avec la pause actuelle sur le basket. Voilà, c'est super. Nous sortons d'une compétition où, pour moi, nous sommes champions d'Afrique. Je toujours dire, même si on nous a volé cette victoire en demi-finale contre l'Angola, nous n'avons pas pu avoir nos joueurs NBA parce que c'est une période compliquée. Mais on a pu compenser. Le gros du groupe, il est là. On a Landry Noko qui est là, qui va faire l'effort de remplacer Messi. Je pense aujourd'hui que le basketball camerounais n'a peur de personne, au contraire. Les adversaires ont peur de nous rencontrer. Ça va se jouer au détail, ça va se jouer aussi, on dit souvent qu'il y a la forme du jour, mais je pense qu'on va se qualifier. On va se qualifier et pourquoi pas gagner tous les matchs qui se présentent à nous. Alors pourquoi pas gagner tous les matchs, même si vous semblez redouter un peu la formation du Soudan du Sud tout à l'heure, coach? Ben oui, c'est une très bonne équipe. Avec une bonne politique sportive, tous les moyens. Je pense qu'ils ont tous les moyens pour préparer la compétition. Voilà, nous ne pouvons pas avoir de jeunes NBA. Ça, c'est ce qui réduit un peu nos performances. Mais le groupe qui a été convoqué, c'est un bon groupe. En dehors des joueurs NBA, on a réussi à avoir les meilleurs d'Europe. Et à 80-90%, nous avons le groupe qui sort de l'Afro-Basket. Donc, c'est une progression. Le coach Aboye est là. Ma crainte aurait été qu'il parte, mais il est là, le staff est en place. Il devait partir pourquoi? Parce qu'il aurait pu avoir une meilleure proposition. Mais on a réussi à le garder. Donc, le coach est là, le staff est là. On a l'effectif à 80-90%.
Les autres, certainement, auront le même problème que nous. Parce que si nous ne parvenons pas à avoir nos joueurs NBA, aucune équipe à l'heure actuelle, et même certaines équipes d'Europe, ont des difficultés à avoir les joueurs NBA cette période-ci. Il faut dire que le championnat NBA vient de commencer, on est encore en pleine saison, rien n'est décidé sur qui va se qualifier pour les playoffs. Donc difficile pour les équipes NBA de laisser partir les joueurs, surtout pour un week-end, pour quelques jours, c'est compliqué. Donc voilà, on a une bonne équipe, moi je pense, et ça va se jouer sur les détails. Le Sud-Soudan, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas rencontré. Je crois que la dernière fois, nous avait gagné, mais là, ça fait longtemps. Et voilà une image des 12 joueurs, justement, qui ont été convoqués pour ce tournoi qualificatif Zone Afrique. Ah, oui, on va se qualifier au vu du fait que même les formules permettent que ce n'est pas seulement, il y a plusieurs tours. Donc, même s'il arrive que nous soyons deuxième, généralement, les poules, c'est pour qualifier et éliminer le dernier, la dernière équipe. Et donc, il ne faut pas se focaliser sur le Sud-Soudan. Il y a déjà le Cap-Vert, en arrivée des rideaux, qu'il faut gagner. Il y a la Libye qu'il faut gagner. Et après, arrivé au Sud-Soudan, on va jouer pour la première place. Alors, peut-être un commentaire rapide aussi avant l'intervention d'Harry. Maître Biba. Oui, quand on parle, si je reviens au handball, on a pensé beaucoup plus à la Tunisie dans la poule, puisque on voit la Tunisie comme un gros morceau dans cette poule, parce que c'est à 10 fois champion, à 6 reprises au moins une médaille de bronze, et que la Tunisie au championnat du monde a fait bonne impression en étant la meilleure nation africaine, qui était même classée 4e. Donc on revient au basket, on ne doit pas faire cette erreur. Je pense que le coach sur le plateau, de se focaliser sur le Soudan du Sud. Et je ne vais pas faire une projection vers le football où on a fait des erreurs comme ça en Coupe du Monde. On s'est focalisé sur le Brésil, on a perdu face à la Suisse et puis nous sommes rentrés. Non, je pense que la bonne compétition, c'est de se concentrer sur tous les matchs, parce que quand vous gagnez votre premier match, vous avez un peu cette impression, vous avez cette charge psychologique qui va vous permettre maintenant d'affronter les autres nations. Et des compétitions comme de tel événement, quand vous rencontrez une équipe comme le Soudan du Sud, vous savez que vous avez un gros morceau. Et en ce moment-là, vous devez faire tout pour leur montrer que vous n'avez pas seulement à choisir des équipes, que vous les attendiez même pour les affronter. Déjà que si le Soudan du Sud est dans votre poule, vous avez intérêt à les affronter, vous devez excessivement vous préparer. Moi, ce que je déplore aussi, c'est cette politique sportive qui demande en sorte de pouvoir détecter les talents, de pouvoir préparer la relève, de pouvoir maintenant organiser, qu'est-ce que peut dire peut-être, les matchs amicaux, les rencontres amicales. C'est-à-dire que si le Cameroun peut-être faire une rencontre amicale contre peut-être une nation, peut-être venant peut-être, je ne veux pas être répétitif, de l'Afrique du Nord, comme des pays, on cherche des pays qui sont très avancés en basket. On multiplie ces rencontres et on essaye de voir maintenant quelles sont un peu nos limites, comment nous sommes engagés pour préparer maintenant des compétitions. Donc le Cap-Vert aussi a une autre lecture, comme le Cameroun. Le Cap-Vert, je ne crois pas que le Cap-Vert va se dire, oh, nous avons aussi le Soudan du Sud dans notre pôle, nous devons à tout prix gagner le Cameroun avant de rencontrer le Soudan du Sud. Vous constatez que c'est une philosophie d'ensemble. Quand on veut se focaliser sur le Soudan du Sud, le Cap-Vert se focaliser sur le Soudan du Sud, et qu'est-ce qu'on va faire? Non, on ne doit pas se laisser surprendre, on doit prendre toutes ces rencontres comme des rencontres sérieuses, parce que nous sommes une grande nation de basket en Afrique. Et comme le coach l'a dit, et je ne suis pas sûr que si on rencontre encore l'Angola, l'Angola va paniquer du début jusqu'à la fin, parce qu'on commence à laisser nos marques en Afrique avec des nations qu'on voyait performants. Ce qu'on a fait face à l'Angola, on peut le faire, pourquoi pas plus que face à l'Angola, face au Soudan du Sud. On fait bonne impression, on ne s'attendait pas à ce niveau, et on a vu qu'on a eu une autre victoire qui a été à l'arraché. Donc on va faire bonne impression dans cette édition, et
ce ne sera pas une surprise, ce sera un mérite. Parce que les basketteurs sont des professionnels. Et ils ont ce discours dans la tête. Ils attendent tout simplement des motivations. Moi, je vais ajouter ceci. Quand un coach prépare une compétition, dans mon attitude, il ne faut pas du prime abord se dire tout va être facile. Vous voyez, il faut être réservé. Il faut être réservé lorsque on parle d'une compétition pareille. Et quand tu prépares une compétition pareille, tu ne te focalises pas certes sur la meilleure équipe, mais tu es concentré sur cette équipe-là en regardant les autres. Et maintenant, tu reviens, lorsque tu es je vais dire quelques semaines, tu te focalises sur le premier match, en sachant que tu as bien évidemment préparé tous les autres matchs, sans oublier le dernier match le plus important. Le plus important sur le classement, parce que en réalité, nous sommes favoris. Effectivement. Nous sommes quatrième. C'est pour cela qu'il dit. Les autres équipes sont derrière, nous sommes quatrième. C'est pour cela qu'il a dit de préparer toutes les rencontres sérieuses. Pourquoi? Parce que si on fait des erreurs d'appréciation dans des compétitions de haute envergure, qui n'existent même pas, ça n'existe pas, vous minimisez, c'est-à-dire que vous affaiblissez au niveau des équipes, vous rencontrez le Soudan du Sud pour vous éveiller, c'est trop tard, il faut gagner tous les matchs et maintenant, comme vous avez dit, gagner tous ces matchs, se concentrer face au Soudan du Sud, montrer maintenant, marquer son impérialisme. C'est ça qui prouve vraiment que le Cameroun est une grande nation de basket. Mais si on veut jouer l'autre côté, on met maintenant la pression et de l'énergie face à certaines grandes équipes, on risquera même d'être exposé lors des autres compétitions. Qu'à chaque fois qu'on est dans une poule, on se focalise seulement au niveau des autres nations. Non, mais si on montre le sérieux dans toutes les nations, on constate que vraiment, nous avons les lions du basket qui ne minimisent aucune équipe, qui raclent tout sur le chemin. Donc il faudra donc donner le ton. Hein, il faut donner le ton. Face au Cap-Vert, le 27. Notre qualification ne se joue pas sur le Sud-Soudan. Les deux autres matchs. Le Sud-Soudan, maintenant, c'est avoir un meilleur classement pour éviter les grandes équipes de l'autre côté. Voilà. Pourquoi vous aimez ça au basket? C'est pas seulement au basket, c'est au football, c'est partout. On se donne les chances. Si en rencontrant, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire de l'autre côté ou le Sénégal, qui sont des grandes équipes. Le Mali le Mali. Bon. Le Mali. Maintenant, vous avez parlé de l'Afrique du Nord. Actuellement, l'Afrique du Nord, la plupart des équipes d'Afrique du Nord sont en reconstruction. Donc, il faut beaucoup plus regarder de l'autre côté. Mais on doit maximiser nos chances en ayant un meilleur classement et en évitant les grandes équipes et maximisant nos chances. Parce que face aux grandes équipes, ça va se jouer au détail. Par contre, lorsque vous jouez une équipe, je ne vais pas dire une équipe faible, une équipe un peu moins cotée, oui, vous avez plus de chances de remporter. Surtout que nous ne parvenons pas à cette période d'avoir nos meilleurs joueurs. D'accord. Alors, Harry, pour sortir. Non, merci, moi, de donner la parole sur ce sujet. Je prenais vraiment envie d'en parler parce que la semaine dernière, vous vous souvenez, on a dit ici que notre souhait était que le tirage soit clément pour l'équipe du Cameroun de handball. Bon, il n'a pas été du tout parce qu'on a la meilleure équipe de handball dans notre poule, la Tunisie, tenante de 10 titres. Hein. Donc, le Cameroun n'est jamais monté sur le podium. Bon, le Cameroun rencontre encore la Guinée. La Guinée face à laquelle il a perdu lors de la 26e édition, 19 contre 23. Et rencontre aussi le Kenya vers la fin. Bon, le Kenya est prenable puisque le Kenya, la dernière édition, a perdu, n'a pas marqué même un seul point. Voilà, pendant la compétition. Donc, et s'est fait laminer par la Tunisie. Ils étaient dans la poule B lors de la dernière édition. S'est fait laminer 59 à 18. Donc il y avait eu un 41 points pratiquement d'écart. Et pour en venir au basket. Voilà, donc non, je voudrais encore un peu continuer. Non, on n'a plus pas le temps, hein, il faut qu'on passe à la seconde partie de cette émission. Pour dire donc l'équipe de handball Cameroun pourrait capitaliser sur ces petits détails contre le Kenya et contre la Guinée. On sait que contre la Tunisie, c'est lourd, c'est pas facile de les jouer.
Bon, mais il va améliorer son classement. À la fois dernière, il était 10e. Maintenant, s'il peut être parmi les 5, ce sera une très bonne chose. Pour revenir donc au basket. Bon, le basket, c'est une dynamique qui s'est déjà construite, hein, qui s'est déjà mise en place. Hein. Vous savez, quand vous partez dans une compétition de basket, vous désignez, je n'apprends rien sur le coach qui va plutôt confirmer, je parle sous son contrôle, vos 12 joueurs. Vous pouvez partir avec 18 joueurs, mais il n'y a que les 12 que vous avez présentés qui vont faire toute la compétition. Alors, les schémas sont déjà arrêtés lors de dernier championnat africain. Donc, ces schémas sont là. Les autres savent pertinemment ce qu'il faut faire pour déstabiliser les grandes équipes, comment est-ce qu'il faut jouer sur les détails. Et surtout contre l'Angola, la manière dont le Cameroun a perdu a tiré. Le Cameroun a certainement tiré beaucoup de leçons. Et ce qui fait que cette fois-ci, ils vont essayer de tout arranger pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc le coach est encore là avec toute sa science, avec tout ce qu'il avait mis sur la table lors de la dernière compétition. Et ces joueurs qui sont là, les Ateba et tous ceux, c'est des joueurs qui connaissent très bien la nomenclature du système tactique, ils vont faire le job. Au moins cette qualification, puisque le tournoi il est qualificatif pour la Coupe du Monde, bon, pourquoi pas. Moi, ce que je sache, le Cameroun sera en Coupe du Monde. Voilà. Au moins au basket. Voilà, au moins au basket. Merci. Bien. Merci. Parce qu'on va justement rentrer dans la seconde partie de cette émission avec la thématique de ce soir, élection à la Fédération camerounaise de football, les Lions indomptables out du Mondial 2026. Qu'est-ce qui fait problème? On va donc tout d'abord s'intéresser à ce processus électoral, à la FECAFOOT qui a démarré, un processus qui a démarré au niveau des départements, au niveau des régions et qui doit connaître son apothéose le 29 novembre prochain au cours de l'Assemblée générale fédérale prévue au centre d'excellence de la CAF du côté de Mbankomo, c'est près de Yaoundé. Sauf que ces derniers jours, il y a eu beaucoup de remous par rapport à cette élection annoncée. La sortie du ministre des Sports qui demande surseoir et qui recommande à la FECAFOOT d'essayer de régler un certain nombre de dysfonctionnements, des griefs soulevés par certains acteurs du foot qui estiment par exemple que ce processus n'est pas équitable. Il faudrait donc revoir cela avant de clôturer le processus en lui-même. Et dans la foulée, le MINAT a été saisi pour risque de menace à l'ordre public. À regarder tout cela, Serge Kamdem Kouam, qui est dans le foot depuis, c'est pas nouveau, on a envie de dire, c'est pas nouveau, toute cette tension préélectorale. Il dit c'est vrai, c'est pas nouveau, et le Cameroun même, c'est une grande curiosité planétaire. Tout ça, ce sont des guéguerres qui nous rabaissent, qui nous donnent de la nausée, parce qu'en réalité, le sport est fait pour unir. Les fédérations, comme disent leur nom, c'est fait pour fédérer, donc recenser toutes ces personnes, que ce soit les sympathisantes ou les volontaires ou les acteurs eux-mêmes, pour qu'autour de leur ambition qui est faite par exemple du football, que les gens puissent regarder dans la même direction pour faire éclore les talents et remporter, pourquoi pas, non seulement commencer par la préparation elle-même, la formation, mais aller au-delà en remportant des titres et autres. Le Cameroun a cette manie habituelle de ne rien faire, parce qu'on passe le temps à bagarrer, mais par curiosité quand même gagne des titres. Et ça endort tout le monde, parce qu'on va aller chercher et les binationaux n'importe où les gens ont travaillé, les ramener ici, et quand ils vont jouer et gagner, chacun va se bomber le torse. Et sur le plan politique, on va capitaliser, et la fédération va glaner des lauriers à travers les moyens, et tout ça ouvre la porte donc à tout ce bordel que nous observons. Donc pour revenir à la chose même que vous venez de décrier, qui est l'élection, la première chose qu'il faille dire, c'est quoi? C'est que le foot aujourd'hui souffre au Cameroun de l'espoir qui semble ne pas être ce que les gens espéraient. C'est-à-dire ils ont vu une étoile qui est le Messi, quelqu'un qui a tutoyé le foot mondial, à la personne de M. Samuel Eto'o. On a pensé que comme une baguette magique, il retournerait le football et ferait que ce soit
quelque chose qui marcherait, contrairement à ce qu'on voyait par le passé. Seulement, ce qu'ils ont vite oublié, c'est que lui, même quand il était footballeur encore, il était déjà dans les guéguerres, même de façon discrète, dans des complots et tout ça. Peut-être dans l'intention au départ de donner au foot une image meilleure que celle que lui, il voyait en tant que footballeur. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que lui étant en place, on assiste malheureusement à des dérapages qu'on n'a jamais officiellement aussi montrés au public. Les arbitres qui sont tabassés sur les terrains, les clubs qui vont démissionner en plein tournoi, les joueurs qui ne sont pas payés en majorité, une floraison des salaires qu'on dit remonter de 100 à 200 000 en première division, mais qui ne sont forcément pas payés. Certains clubs qui perçoivent l'argent au détriment des autres, pas de clarté réelle qui soit donnée. Il y a un ensemble de choses comme ça qui ont implosé et qui à la fin nous amènent à un désordre. Maintenant, nous savons tous que dans ces batailles-là, la fédération qui est reconnue par l'instance internationale, que ce soit la CAF ou la FIFA, c'est elle qui tient le gouvernail, c'est elle qui donne la direction que prend le foot à ce moment-là. Les autres pourront se plaindre autant qu'ils voudront, mais si ceux qui sont à la manette décident de foncer jusqu'au bout, il n'y aura peut-être que des décisions de justice plus tard pour les démettre de leur orientation. Donc, personne ne peut arrêter l'exécutif actuel dans l'ambition qui est le sien. S'il tient à tout prix à aller au bout en mettant en marche les informations ou bien les recommandations que le ministre donne ou bien les observations qui ont été faites. Donc, nous avons le malheur de voir cela. Ça ne nous honore pas. L'élimination en Coupe du Monde a été, à mon avis, quelque chose peut-être d'un peu normal, même si en tant que patriote, on va dire que ce n'est pas bien parce qu'on voudrait y aller. Mais on ne peut pas être dans cette cacophonie permanente et penser que pendant que les autres travaillent, nous, on va aller glaner des lauriers seulement. Donc je pense que c'est le moment pour nous de nous arrêter, nous regarder à travers une glace et nous poser des bonnes questions. L'Assemblée générale fédérale, c'est dans quelques jours, Serge Kamdem-Kwame. On a eu le processus au niveau des départements et des régions. Comment est-ce qu'on va venir s'arrêter à quelques jours de l'AG fédéral? Déjà, quand tu fais allusion au département et aux régions, tout le monde sait que c'est des choses contestées, même contestables. Comment on pourrait expliquer que dans la majeure partie des départements au Cameroun, on n'est pas joué au foot depuis 2021? Dans la majeure partie des départements, je le dis avec beaucoup de fermeté. Qu'on n'ait pas joué et qu'on réussisse dans un processus électoral à venir prendre certains au détriment des autres, sans qu'on ne définisse à la base un critère objectif. C'est-à-dire, on prend une équipe en prétextant que l'US est affilié cette année, l'autre ne s'était pas affilié, alors que tout le monde n'a pas joué sur 4 ans aussi. Il y a d'abord des manquements à ce niveau-là. Et même l'organisation en elle-même. On a vu tous, et le ministre l'a décrié, vous avez des gens qui ont été élus en 2021, qui ont été remplacés par des comités provisoires de gestion. Ces comités provisoires de gestion prennent la légitimité ou pour substituer aux personnes qui ont été élues, alors que c'est une nomination du président de la main. Donc, tout ça mis ensemble, vous avez un secteur comme les arbitres qui sont assez vulnérables, où on est allé remplacer une association en dernière minute par une autre, et ceux qui sont aujourd'hui représentants de l'association à la fédération au niveau du processus électoral ne sont même pas des arbitres. C'est-à-dire, personne ne peut vous dire exactement comment ils ont fait pour être choisis. Tout ça, quand vous regardez la guéguerre où on sort le Sinafoc à gauche, on met la NFC là-bas, oui, c'est entre les footballeurs, c'est entre eux. Nous, on ne peut pas rentrer forcément là-dedans, mais j'ai dit, vu ça de l'extérieur, ça fait trop gros. Et on a comme impression qu'on a éliminé tous ceux qui pouvaient être candidats ou concurrents pour qu'il ne reste qu'une seule personne qui elle-même, d'après certaines indiscrétions et ce qu'on peut voir, on a taillé les textes aujourd'hui à son niveau pour qu'il peut-être soit le seul candidat, mais il y a un élément qui saute aux yeux que tout le monde sait. Il y a eu une condamnation il y a quelques années en Espagne qui, de par le fait, éliminait dans le statut antérieur le président actuel de pouvoir être candidat à nouveau. Aujourd'hui, on a remodifié les textes pour lui faciliter la tâche. C'est à son avantage, c'est une assemblée générale qu'il a fait, comme tu dis. Ceux-là sont responsables de ce qui se passe. Et on verra exactement à quoi ça va arriver. Le plus important, c'est qu'au sortir de tout ça, qu'on puisse avoir un football qui va repartir peut-être sur de nouvelles bases, où on va penser des blessures qui sont créées. Quelqu'un qui a une décision de justice en main, qui n'est pas appliquée, comment vous voulez qu'il se sente quand il sait qu'il a une décision? C'est-à-dire quand l'État fuit ses responsabilités, ou bien quand le droit, les lois deviennent des loisirs pour certains, comme on dit, ça devient compliqué. C'est-à-dire on a comme impression que le Cameroun marche la tête en bas. L'État a même fui ses responsabilités, on ne sait même pas qui est qui aujourd'hui. Donc vous avez un ministre de sport qui semble crier là-bas, vous avez un président de la fédération qui dit reconnaître la tutelle,
mais c'est dit la tutelle va te faire foutre. Je fais ce que j'ai à faire. Le reste, le jour où ça viendra, tant mieux pour toi, tant pis pour toi. Il n'a rien à foutre. Donc, tout ça, mis ensemble, c'est un bordel qui est nauséeux et nauséabond. Donc, je dis, de façon globale, il faut qu'on essaye de sortir de tout ça. Voilà, peut-être avant la réaction de Harry et Poupou. Vous dites, Serge, par exemple, les textes sont taillés à la mesure du candidat, en sachant qu'évidemment, Samuel Eto'o est le seul candidat actuel retenu par la commission électorale. Mais ça, c'est un argument qu'on entend tout le temps. Tout le temps, lorsqu'il y a élection. Non, si on le faisait tout le temps, et si les gens le taillaient aussi de façon stricte comme il a fait, parce que regardez, on n'a même pas laissé la possibilité à un challenger d'être là. Parfois même lorsqu'on veut voler, j'ai dit ça de façon triviale, on fabrique même des supposés challengers. Mais comment on ne peut même pas le faire dans ce cas-ci? J'ai vu un président du Nord dans une conférence de presse montrer aux gens qu'il a déposé un dossier en bonne et due forme. Et les documents qu'on dit ne pas être dans son dossier, il les a déposés, il a les décharges. Comment ça se fait qu'à l'arrivée, on dit qu'il ne les a pas? Mais c'est trop gros. Ça veut dire qu'à l'élection présidentielle, si on veut faire une transposition, il aurait fallu que notre champion national élimine tout le monde pour rester seul, pour garantir sa victoire. Non, ne faisons pas ça. Le sport, c'est fait pour fédérer, pour unir. Voilà. C'est ça pour moi qui me gêne. Surtout quand on a la prestance de Samuel, qui est une fierté pour l'Afrique en général. Lorsqu'il touche à quelque chose, pour moi, ça doit briller. Quand ça ne brille pas parce qu'il y a eu des contorsions, pour moi, je suis mal. Même si à la fin, il va être l'homme de la situation, il sera peut-être mal élu. Même s'il sera dans la légitimité et la légalité. Donc, tout ça ne va pas faire que le football se gère sereinement. Tout ça ne va pas faciliter la bonne cohabitation. Déjà que ça n'a jamais été facile entre le ministère et la fédération en tout cas. Tout à fait. Maintenant, si les pots de banane sont expressément activés par la fédération, je dis ça va être encore plus compliqué. Ouais. Oui. Harry, vous souhaitez réagir? Je vais dire, peut-être Serge, il est dans son élément. Donc, il a peut-être des griefs envers. Est-ce qu'il a dit quelque chose qui ne tient pas la route? Oui, ce qui n'est pas dans la thématique. Il n'est pas dans la thématique. Il a raconté d'autres choses qui peuvent être vérifiées ou vérifiables. Bon, d'autres choses comme quoi? Ce n'est pas la thématique. La thématique ici, c'est ce choc frontal entre la fédération camerounaise de football et le MINSEP. La fédération camerounaise de football qui a lancé son assemblée générale élective pour le 29 novembre et a donc adressé un courrier au ministère des Sports à l'effet d'avoir 2 représentants du ministère des Sports à cette assemblée générale, comme ça se passe toujours. Bon, le ministère des Sports maintenant de revenir à la charge en leur disant non, vos textes, vos statuts déjà ne sont pas bons. C'est clair, déjà et ils ne sont pas en conformité, n'ont pas eu l'avis de conformité du ministère. Et par conséquent, vous ne pouvez pas organiser votre assemblée générale. Il faut surseoir et attendre avoir l'avis de conformité pour pouvoir fonctionner. Ben, je pense que ça, c'est la thématique. Là, c'est la base. Ceux qui sont en train de nous suivre... C'est l'un des éléments. Voilà, ceux qui sont en train de nous suivre à la maison ont déjà la plateforme dont ils ont besoin pour commencer à réfléchir sur le sujet, pour savoir qui a raison et qui ne l'a pas. Donc, la fédération, elle, de son côté, dit non. Lorsque j'adoptais les statuts querellés par le ministère aujourd'hui, vous aviez vos 2 agents qui étaient là. Et ils étaient là pour faire quoi? Pour valider non, ils étaient là au moins et ils sont rentrés avec des copies de tout ce qui avait été fait. C'est ça aussi le problème, hein, Serge. Est-ce qu'à ce moment-là, ils peuvent justement avoir une réaction? C'est bien. Serge a beaucoup parlé. C'est mieux que tu me laisses continuer. Non, c'est un débat. C'est pas un monologue, c'est un débat. Non, mais on a quand même l'opportunité d'avoir les acteurs qui ont été au cœur même des processus électoraux. C'est pour ça qu'il est aussi là ce soir. Donc, s'il a des... C'est pas lui qui distribue voilà, d'accord. Parce qu'il y a justement ça, la petite parenthèse avant qu'il continue. Hein. Est-ce que les représentants du ministère des Sports qui sont là à ce moment, qui sont là à l'Assemblée générale, est-ce qu'ils sont là pour donner leur avis sur les textes qui sont adoptés par la fédération ou quelle qu'en soit l'association, hein, ou pas? Je voulais remercier
Harry, pour la gentillesse. Et il n'a pas fini, hein? Oui, il va continuer. C'est la parenthèse que tu as ouverte. Voilà. Et là, tu poses une question pour moi qui semble fondamentale. La présence ne légitime pas forcément ce qui est fait. La preuve, c'est que même la présence des agents de la FIFA comme de la CAF, là, Oui. n'empêche pas qu'on annule après. Vous comprenez? Parce que ça ne peut pas garantir totalement une crédibilité. Ça veut simplement dire que j'ai répondu à une invitation et vous faites votre travail, je s'observe. Le texte, la loi qui régit le sport au Cameroun dit bien qu'après que vous ayez fait la modification de vos textes, vous devez envoyer pour la conformité. Ce n'est pas ceux qui sont présents à vos AG qui font la conformité. Donc si c'est ça l'argument avancé, je veux que Harry lui-même refasse les choses autrement. Et je voudrais que la thématique, il la lise avant d'être sûr qu'il est dedans. Il est peut-être un élément, mais ce n'est pas la thématique. Ça, c'est la parenthèse que je voulais faire. Merci, pour la précision. Voilà, merci Lydie de me remettre parce que quand on ne part pas jusqu'au bout, on peut perdre des idées. Mais heureusement, je suis encore bien lucide, hein, malgré la nuit qui est un peu avancée. Bon, pour dire que maintenant, le MINSEP n'est pas d'accord avec la fédération. Et ils disent non, vous n'allez pas organiser votre assemblée parce que vos tests ne sont pas conformes au statut type. Voilà, ce sont les expressions qui ont été utilisées. Mais la fédération leur dit, mais non, nous sommes en pleine mandature, nous avons terminé nos 4 ans, selon les lois de la CAF et de la FIFA, nous devons organiser notre assemblée générale, remettre sur pied une nouvelle équipe et renvoyer tous nos PV et à moins d'être au risque d'être forclos et même déboutés par les différentes instances fêtières. Voilà, donc la fédération dit non, nous organisons. Nous pensons que vous aviez déjà ces textes entre les mains et qu'en temps normal, vous deviez nous faire parvenir votre avis de conformité. Peut-être ce que vous faites ces derniers instants, c'est pour nous mettre un peu plus en difficulté. Voilà, c'est pour là que je dis donc c'est un choc frontal. Ce n'est pas pour dire qu'on prend parti. Moi, je suis journaliste des sports. Bon, peut-être c'est un titre que tout le monde ne reconnaît pas, mais moi, l'État du Cameroun me reconnaît comme tel. Donc, pour dire que, maintenant, le problème se pose. Qui a raison, qui a tort? Est-ce que la fédération va organiser? Est-ce que le ministère va pouvoir interdire? On voit donc le ministère des Sports prendre un détour vers le MINAT. Lui demande, il dit que bon, ce qui va être organisé par la fédération camerounaise de football risque de créer un choc sécuritaire, un trouble à l'ordre public, parce qu'il y a des acteurs dans ce football qui ne sont pas contents, qui ont décidé de venir faire du bruit et autres dans ces AG. Alors il faut interdire. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est que le MINAT ne s'est pas prononcé. Il ne s'est pas prononcé, peut-être parce qu'il se dit qu'il n'a rien à voir là-dedans. Déjà qu'il y a un sous-préfet de Bankomo, madame la sous-préfète de Bankomo, qui a déjà donné l'autorisation à la fédération de tenir son assemblée générale. Donc, certainement, le MINAT est en train de voir avec madame la sous-préfète et même le MINSEP pour voir comment est-ce qu'ils peuvent faire. Donc la fédération leur dit, non, nous continuons pour atteindre notre objectif. Mais ce que nous aurions aimé, nous qui travaillons au quotidien à relayer l'information, aurait été cette pédagogie de la part des deux parties. Parce que si le ministère dit vos textes ne sont pas conformes au statut type, nous on aurait aimé avoir ces statuts types. Déjà on ne les a pas. Et les statuts de la fédération, nous les avons. En quoi les statuts de la fédération ne sont-ils pas conformes au statut type donné par la fédération? Et puis vous avez dit, ils ont encore soulevé un autre détail, que les statuts de la FECAFOOT ne sont pas conformes à la loi camerounaise. Que dit cette loi par rapport à ces statuts? Et en quoi ces statuts de la fédération, de la FECAFOOT, ne sont-ils pas en conformité
avec la loi camerounaise. Est-ce qu'il ne fallait pas justement régler tout ça là avant l'élection? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'au niveau de la FECAFOOT, ils se disent, nous on a commencé on a lancé le processus depuis les départements. On est allé, malgré aussi, malgré, parce que avant même le ministère avait quand même attiré l'attention de la fédération là-dessus. Le ministère aussi avait demandé de ce choix. Ils ont dit non, on ne peut pas. On est en fin de mandature, nous devons finir. Au niveau de la FIFA et la CAF, on nous attend. Bon, nous pensons que nous sommes dans nos droits de pouvoir travailler. Mais ce que moi je décris jusqu'à présent, c'est qu'on n'a pas cette pédagogie-là. Quels sont les statuts types? Que dit la loi du Cameroun? En quoi les textes de la FECAFOOT ne sont-ils pas en contradiction? En face, qu'est-ce qu'on constate? On constate aussi un silence radio de la part du ministère de Sport. Le ministère de Sport n'envoie même pas sur les plateaux sérieux comme celui-ci. L'exemple c'est pas sur les plateaux pour défendre. Je le dis seulement parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on a laissé cette affaire en pâture aux consultants, aux journalistes. Et selon que quelqu'un soit pro-FECAFOOT ou pro-ministère, il tire les ficelles de son côté. Nous, on aurait aimé que les deux instances s'asseyent et nous apportent la pédagogie dont nous avons besoin. Parce que c'est là où le problème cloche. L'heure n'est plus à l'interdiction. L'heure est plutôt à la pédagogie pour que tout le monde comprenne clairement. Puisque le football au Cameroun, bon ami, c'est quelque chose de vraiment sérieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourra prendre à la légère. Il faudrait qu'à ce niveau, donc, on nous donne des informations par rapport à cela. Parce que il y a Madame la sous-préfète qui a donné l'autorisation. Donc l'Assemblée va se tenir. Maintenant, est-ce que le ministère pourra interdire quelque chose? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Dans les situations où nous nous trouvons, je ne pense pas que quelque chose pourrait être... Je pense que Serge va rebondir tout à l'heure pour nous apporter un certain nombre d'informations par rapport à ce que vous êtes en train de soulever. Mais avant, je voudrais bien écouter Maître Biba par rapport à tout ce qu'on observe là, à quelques jours de cette Assemblée générale de la FECAFOOT. Oui, je vais intervenir. Moi, j'interviens beaucoup plus dans le cadre typiquement sportif, parce que c'est un sportif qui est sur le plateau, dans le cadre de la législation et autres. C'est que Serge a dit une chose qui m'a beaucoup plu. Il a dit qu'on dirait que l'État a fui ses responsabilités. C'est-à-dire, en le disant, ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas encore là pour accuser que tel. Parce que c'est depuis que l'État devait rebondir pour qu'on essaye de faire asseoir ce problème, qu'on n'en parle plus. Les fidèles téléspectateurs doivent retenir une chose, c'est quoi? C'est que qui est Assemblée générale ou pas, que le ministère, le MINSEP, essaie de causer, de voir comment peut s'organiser avec le MINAT pour qu'on arrête les élections, qui est élection ou pas. Le président Samuel Eto'o-Fils restera le président de la FECAFOOT. C'est d'abord ça. C'est d'abord ce qu'on doit retenir. Donc c'est un perte temps d'arrêter les élections. Vous arrêtez les élections, le rapport sera donné à la FIFA et Samuel Eto'o-Fils restera président de la FECAFOOT. Et d'un autre côté, on peut s'organiser que le MINSEP s'asseye avec la fédération, maintenant pour une certaine évolution du football, dans le cadre footballistique. Mais la question que moi je me pose, l'énergie, je me suis toujours posé cette question, l'énergie tant déployée du MINSEP sur le football, est-ce que c'est le même taux d'énergie dans les autres disciplines sportives? Qu'est-ce que le MINSEP cherche derrière le football? Le mot sport là, AS. Ça, le football et le sport au Cameroun, oui, c'est un secret polichinelle. Effectivement, je n'en disconviens pas. Le football, le sport roi. Les autres sports dont le président de la République n'a pas parlé de sport roi dans son discours. Quand il parlait de sport mineur, pas de sport majeur, il n'a pas parlé de sport roi. C'est un fait qu'on vit au quotidien. Vous n'allez pas faire comme si vous ne voyez pas ça aussi. C'est nous qui le disons, c'est nous qui le voyons. Mais le sportif que je suis, je ne considère pas le football comme le sport roi. Si on parle du premier sportif
qui a dit que pas de sport majeur, pas de sport mineur, que le sport se varie. On a aussi tout le temps les autres membres des fédérations qui viennent ici dire le contraire. Le véritable problème, c'est qu'on voit ce que le sport roi nous apporte. C'est ça le sport roi. On voit ce que le sport roi dans un pays nous apporte. On voit comment un ministère qui donne l'accord qui est élection au niveau de la Fédération camerounaise de volley, qu'on élit maintenant un président de volley et quelque temps après, le ministère nomme un autre président de volley. On voit ce qui se passe comme organisation de sport au Cameroun. On voit ce qui se passe, comment les athlètes dorment dans des gares qui n'ont même pas de visa et rien. On voit ce qui se passe. On voit comment il n'y a pas d'infrastructure. C'est parfois arrivé, par le passé. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau aussi que le président de la République parle de sport majeur, pas de sport mineur, et qu'un ministère se concentre rien que sur une discipline sportive au Cameroun. Donc, on dirait que, comme on dit souvent, les lois sont comme des toits. Février de l'année dernière. Effectivement, les lois sont comme des toits d'araignée. Les lois sont comme des toits d'araignée à travers lesquels passent les grosses mouches et restent les petites. C'est ce qu'il est en train de faire le ministère avec le football. Mais on se pose la question, quand les sportifs de haut niveau, comme le président Samuel Eto'o-Fils, quand il rentre avec des prouesses, avec ses coéquipiers, mais c'est la direction du palais. Le président les attend, les salue, prend même la photo que ce pays de famille avec un beau discours. Nous attendons que le ministre, qu'il soit reçu pour son bon travail. Lui-même n'a pas un bon bilan, comme on le dit. Qu'il soit aussi reçu comme Samuel Eto'o, comme les autres présidents, et que le président le salue pour dire, pour ton bon travail depuis que tu es là, on voit comment les fédérations fonctionnent, comment le sport marche. Mais, donc, comme Harry disait, ce n'est pas l'heure de l'accusation, c'est l'heure de la reconstruction, ce n'est pas l'heure de lancer les cailloux sur d'autres personnes, mais l'article 14 alinéa et l'article 19 le dit. Si je le cite pas, si la fédération travaille avec le ministère des Sports, ce n'est que normal, mais on voit que c'est beaucoup plus sur le plan administratif. Mais sur le plan technique, la fédération travaille avec les statuts de la FIFA. Une fédération, une association membre de la FIFA doit gérer ses problèmes, ses affaires de manière indépendante, sans ingérence de tiers. C'est très simple. Donc vous estimez qu'il y a ingérence alors? Mais, bien sûr, il y a ingérence. Pourquoi il n'y a pas ingérence? Pourquoi? Parce que ce que nous n'avons pas dit ici, c'est que le ministère a commencé à déployer les irrégularités pour arriver aujourd'hui à arrêter le processus électoral. Parmi les irrégularités, parlait du manque de championnat dans les départements. Je me suis posé la question aussi, est-ce qu'au temps de M. Sédou Mbombo-Njoya, il y avait les championnats dans ces départements? Oui. On n'a pas vu la sortie du ministre. Je dis qu'il n'y avait pas... Il y a un acteur qui est sur ce plateau. Il dit qu'il y avait des championnats dans ces départements. Mais moi, je vous dis qu'il n'y avait pas, dans tous les départements qu'il est en train de citer, il n'y avait pas de championnats. Et il y a des irrégularités, même dans d'autres fédérations sportives, on ne voit pas la sortie du ministre. C'est ça mon problème. Si. C'est ça mon problème. On a pris l'exemple du volley ici, où il y a 2 présidents. Lui, il l'a nommé. Alors qu'il a accepté l'élection, on a nommé Serge Abou. Il y a eu élection. Il y a eu élection ici. Il y a eu élection, n'est-ce pas? On ne va pas aussi tronquer les faits quand même, Maître Biba. Effectivement, ça c'est un détail. Bon, c'est un détail juste pour prouver que lui-même... Il va vous dire qu'il y a eu élection. Hein? Oui, mais voilà, si vous interrogez Bello Bourdagne, il va vous dire qu'il a été élu. Il a été élu, bien nommé. Alors, mais ça, c'est une information sur le plateau. Les fidèles téléspectateurs nous suivent. Il a été élu ou nommé. Mais c'est ça, ça fait rire. Moi, la question... Donc, lui-même, il a des irrégularités. Il faut vraiment qu'il équilibre toutes les fédérations. Et je suis en train de parler sur le plateau. Je pense que les sportifs qui sont en train de me suivre sont exagérément très, très mal à l'aise. Ceux qui ne sont pas suivis, les fédérations qui ne sont pas suivies sont mal à l'aise quand tout le temps, on constate que les sportifs parfois sont abandonnés et qui sont seulement concentrés sur le football. Il y a une discipline sportive, je n'aimerais pas citer les athlètes. En moins d'une saison, les athlètes sont rentrés avec au moins 40 à 50 médailles, au moins 30 médailles en or. Il y a un athlète qui a fait l'interview, il a dit depuis qu'ils sont en train de rentrer avec des médailles, ils n'ont jamais été reçus par le ministère. À quel moment? Parce que quand même, on a vu ces dernières années cette cérémonie au ministère des Sports où les médaillés des fédérations, ceux qui partent justement glaner les médaillés dans les compétitions internationales sont reçus, pas plus tard qu'il y a quelques mois. Lydie en off, je vous donnerai le nom de la discipline sportive, de cette discipline sportive où l'athlète, un athlète, le capitaine de cette discipline, se plaint qu'ils n'ont jamais été reçus par le ministère. D'accord.
Alors, moi, je voudrais... Il y a certains problèmes quand même que Harry a soulevé tout à l'heure, rappelant que, bon, la fédération a un canevas, la fédération est attendue par la Confédération africaine de football, par la FIFA, et elle doit absolument arriver au bout de son processus. Est-ce que... c'est un peu la même lecture. La FECAFOOT aujourd'hui doit absolument organiser cette élection sur le plan fédéral. Et qu'est-ce qui pourrait se passer si ce n'est pas le cas, si à jamais la FECAFOOT n'arrive pas à la fin de son processus, le 29? Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous prenez la date de début de ce mandat, qui est le 21, je crois, c'est décembre 2021, au-delà de cette date, la FECAFOOT est dans ce qu'on appelle une situation irrégulière. Au-delà du 21 décembre 2025. Donc il est important et même opportun pour l'exécutif de rester dans un cadre légal qui lui permette de continuer d'autorité à parler en tant que responsable de la fédération. Ça, dans toutes les associations, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que vous restez dans le cadre légal qui vous donne le droit de renouveler votre structure. Mais ici, et je voulais, après avoir suivi ce que les autres ont dit, dire ceci. Le fait que votre tutelle vous dise « attention, il y a des problèmes chez vous ce n'est pas encore une ingérence. Ça devient ingérence. Non, ça devient ingérence lorsqu'ils vont en votre lieu et place convoquer peut-être quelqu'un pour vous remplacer. Alors là, ils ont fait un travail qui n'est pas le leur. Puisque quand ils vous disent ce n'est pas encore ce que nous souhaitons, c'est-à-dire qu'on vous laisse la latitude, vous, de soit accepter ce que la tutelle dit, soit rejeter. Je crois que le problème ici, pour moi, c'est la façon avec laquelle les choses se passent. Je ne dis pas ici que ce soit la fédération ou le ministère qui ait forcément raison. Mais je sens qu'on est dans deux structures qui, légalement, devraient travailler main dans la main, mais c'est que crève le chignon en mondiovision. C'est-à-dire qu'on ne sent pas ce qu'on appelle une cohésion pour le résultat qu'on recherche, qui est le résultat sportif. Je ne fais pas fi du fait que le sport, le football, quand on regarde comment le ministère des Sports fonctionne, est pris comme le sport dans lequel le ministère met plus de sa hargne, plus de sa disponibilité. Il y a des sports parfois qui ont besoin des autorités qui on ne voit personne. Donc là-dessus, je dis, il faut qu'on fasse attention. À partir du moment où c'est le sport majeur, parce que c'est celui qui draine davantage de foule et qui attire le plus d'attention au Cameroun, l'État s'implique le plus souvent. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est mal fait dans le football, de façon triviale, peut créer des débordements. Et ces débordements peuvent avoir un impact sur la vie sociale. Donc il est important de réguler. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord qu'on laisse qu'un bordel pareil se crée autour du football. Qu'on ait raison ou tort, il faut taire cela. Le taire de la meilleure des manières. Et je voulais encore dire, que ce soit la FIFA ou la CAF, même les textes en vigueur dans ces structures, vous dites que vous ne devez faire aucun texte qui soit en violation de vos propres lois. Et je voulais profiter pour dire à Harry, tout à l'heure tu disais dans le sens pédagogique qu'il fallait savoir, quand le ministère dit que le texte n'est pas en conformité par rapport au texte standard, il parle de quel texte? Je vous rappelle que les textes qui ont fait l'élection de l'exécutif actuel en 2021 avaient été en conformité avec ceux de la FIFA et agréés par le ministère des Sports. Les textes avec lesquels on a élu le président Eto'o sont des textes qui sont passés dans ce tunnel-là, que ce soit à la FIFA, que ce soit au ministère des Sports. Donc on a utilisé cela pour mettre en place le processus qui l'a porté à la tête de la fédération. Mais vous convenez aussi avec moi, et on l'a dit quelquefois en off ici, que le président Eto'o, lorsqu'il a été élu, à peine quelques mois est passé d'un mandat de 4 à 7 ans dans une assemblée générale, avant de revenir encore un mandat de 4 ans. Tout ça sont des modifications des textes qui méritent d'aller en conformité. Si c'était aller au ministère des Sports pour conformité, on lui aurait dit rapidement là-bas, non, tu ne peux pas le faire. Parce que l'Olympiade, c'est 4 ans. 4 ans, oui. Ce ne serait pas aussi flagrant. Voilà. Donc, même les projets, lorsque vous, fédération, vous voulez que vos tutelles et vous soyez en phase, votre projet de modification, vous soumettez aux experts du ministère pour les avis. Et je voulais vous dire à une assemblée générale, ça c'est pas un secret, je vous le dis comme ça, que c'est passé une assemblée générale toute récente. Il y a un magistrat qui s'est levé dans la salle
après qu'on ait voulu modifier la partie qui concerne la condamnation, qui a été modifiée dans le dernier statut. Le magistrat a rappelé que le texte tel qu'il est écrit dans les statuts de la Fédération, c'est comme ça que c'est écrit dans la Constitution du Cameroun. Donc on ne peut pas toucher. À cette assemblée, on ne l'a pas touché parce que le magistrat avait attiré l'attention de sa posture de magistrat. Ça a été pris en compte. Mais je vous rappelle que comme on savait qu'en gardant en l'état le texte, comme je disais en 2021, à partir du moment où le président Eto'o a été condamné en Espagne, ça devrait l'éliminer. On a tout fait pour briser la baraque à la dernière assemblée où il y a modification des textes. Parce qu'on a su qu'en n'enlevant pas ce verrou-là, il ne peut pas se présenter. Donc pour vous dire que quand on peut dire au niveau du ministère qu'on a fait des choses en violation de la Constitution, je prends cet exemple-là pour vous édifier un peu. Donc si vous allez faire une confrontation en tant que journaliste entre ce que la Constitution dit de la condamnation lorsqu'on veut briguer un poste et ce que la Fédération écrit dans son texte, vous verrez où est le problème. Et la FIFA, même si ce n'est pas elle qui doit se prononcer, devant une juridiction sérieuse qui veut dire le droit, elle peut casser, même si l'élection est faite, cela. Vous avez vu, je crois que ces jours-ci, on a même une affaire Guibaï Gatama qui fait allusion à cela. Oui. Parce que justement, il part chercher l'élément qui pourrait mettre à mal ce qui est en train d'être fait. Il faut la partie même du comité exécutif. On ne peut pas être un saint. Tout ne peut pas être parfait. Mais j'ai dit, lorsqu'on accepte de construire, de conduire un groupe comme la Fédération, il faudrait qu'à un moment donné, on n'ait pas comme impression que c'est à tête chercheuse qu'on pose des actions. Je voudrais qu'ensemble, on conjugue le problème des arbitres. Harry, tu as vu ce qui est arrivé à certains arbitres dans les matchs où on a un monsieur qui a joué en 8 jours, 12 matchs. On l'appelle le Magellan. Moi, il l'appelle le Magellan du foot. Il a fait le tour du Cameroun. Il a joué en première division. Il arbitre de deuxième division, je crois. Il a joué des matchs en première division. C'est-à-dire ce qui n'est pas normal. Il a joué en deuxième division, qui est sa catégorie. Et il a joué en régional. Là encore, il peut jouer parce qu'il peut le plus, peut le moins. On l'appelait Dangamundi. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai le nom que tout le monde a vu. Un monsieur comme ça est né de ce qu'on appelle une génération spontanée. Parce que devant un problème qui a mis les arbitres en difficulté avec la fédération, qui ne réclamait que leurs émoluments après avoir fait 4 années de sacrifice, tout en comprenant les difficultés de la fédération, ils ne rêvaient que quand on a un discours conciliant, en les respectant, en leur disant oui, vous réclamez ça, vous n'avez même, on n'a pas d'argent, voilà le peu qu'on a continué, le temps qu'on ait quelque chose. On n'a pas pu le faire. On a préféré laisser que la léthargie se crée et qu'on aille chercher des Dangamoudi qu'on a mis dans des matchs avec des orientations précises, on peut dire, pour qu'il y ait des gagnants connus à l'avance. C'est dans cet exécutif qu'on a connu les paris sportifs, monsieur l'espère. C'est-à-dire on a connu les arbitres, on dit non, ceux-là font des paris sportifs. Ils font les scores du match avant de venir arbitrer. On a suspendu les arbitres au Cameroun pour ça dans cet exécutif il y a 4 ans. Tout ça mis ensemble. À l'arrivée, on peut fabriquer une autre association. C'est-à-dire on dissout l'association de ceux qui réclament, parce qu'ils réclament ce qui leur revient. Et il faut rappeler que les arbitres sont partenaires de la fédération. Donc on ne peut pas dire que c'est une entité qui travaille contre les intérêts, là, parce que c'est la fédération qui n'existe pas. On les a mis quand même de côté. On allait créer une association autre, où à l'arrivée, les représentants de cette association à l'Assemblée ne sont pas des arbitres. Personne ne peut vous dire comment on a fait pour les mettre en place. Ça ne crédibilise pas le ministère des Sports dans sa démarche, forcément. Mais je vous dis, en interne, ces choses-là, il faut quand même que ça attire l'attention. Il y a un nom que tout le monde a vu quand la commission a publié la liste au comité exécutif. J'ai rien contre elle, personnellement, un Ghana Gaël. Mais nous savons tous qu'il n'y a pas longtemps, il y a un problème de mœurs qui la mettait sur orbite. On peut traverser. Je veux traverser, mais oui, j'ai dit, les faits, ils sont sacrés. Les faits sont petits. Oui, je veux traverser. Vous terminez, puis je veux dire, lorsque sans qu'on ne sache trop ce qui s'était passé et ce qu'il y a eu entre-temps pour qu'elle revienne, qu'on la revoie comme ça, proposée au comité exécutif et validée par la commission électorale de façon calme, mais on a comme l'impression qu'il y a quelque chose. Que certains disent que le pays s'est à traverser le remède. Moi, j'ai peur. On marche sur la tête. Je ne sais même pas sur quoi on marche. Mais comment on peut justifier ça? Je veux dire, si c'est un recours gracieux qu'on lui a accordé, que ça se fasse normalement. Que ça se fasse normalement. Quand ça se fait comme ça, alors que de l'autre côté, on a un entraîneur, coach Doko, pour qui j'ai beaucoup de peine, qui a apporté
2 fois de plus, 2 fois de suite. Nos sélections féminines dans les Coupes du Monde, il n'a pas eu l'argent de s'asseoir sur un banc pour, entre guillemets, les problèmes de mœurs qu'on a montré à personne parce qu'on n'a pas vu les vidéos, comme celle de Madame Ngala Moukaël, on n'a pas vu ces vidéos. Mais au moins, lui, on l'a suspendu, lui. C'est-à-dire, on l'a mis de côté. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a su exactement ce qu'il a fait. On n'a pas montré, on n'a pas révélé. Mais qui se retrouve derrière pour ce qu'on aurait seulement dit? Alors que pour ce qu'on a vu, la personne est sur orbite, il y a un problème. Il y a un problème. De grâce, je sais que les Camerounais sont assez intelligents. Moi, j'interpelle personnellement le président de la fédération parce que c'est lui qui doit fédérer. Je ne dis pas qu'il doit forcément se soumettre à l'exercice du ministère, mais qu'on sente qu'il y a une volonté de main tendue. Qu'on sente qu'il y a une volonté de pallier aux problèmes qui existent. J'ai un cas, dont moi j'ai vécu un cas par exemple comme à Bafoussam. Vous avez un président de ligue régionale, M. Kodem, sans le citer, qui, malgré tout, a une décision de justice en main qui le rétablit dans tout ce qu'il a fait. Décision du TAS. À aucun moment je n'ai vu la fédération dire ok, comme votre décision a été rendue, voilà ce que nous faisons. Non, quand vous le faites comme ça veut dire que les lois deviennent les loisirs, monsieur Harry. Ça veut dire la loi, ça veut dire la décision de justice devient... Je suis pas... Non, je parle en tant que journaliste. Vous êtes journaliste. Non, vous êtes journaliste. Façon de parler. Tout à l'heure, façon de parler. Allez-y, Serge, et puis le coach Yuda va réagir. Quand le grand frère, Maître Biba, faisait allusion à la relation entre le ministère des Sports et les autres fédérations, ce n'est pas forcément la thématique, mais ça crée la thématique. Parce que le ministère, lui, en tant que tutelle, ne peut pas avoir que le football comme ligne de mire. Il faut qu'on condamne ça aussi. Ce n'est pas pour autant dire qu'ils n'ont pas le droit de regarder le foot. Hein. Mais j'ai dit qu'ils ne peuvent pas regarder que le foot. Partout, lorsqu'il faut aller dans les compétitions, vous allez voir que le ministère, lui, va presque envoyer personne. Ou bien on va dire qu'il n'y a pas d'argent même pour faire. Mais quand c'est pour le foot, l'argent va sortir. Les gens vont être prêts à aller en mission, tout ça. Ça peut choquer. Je vous coupe à la parole, je n'en ai même pas l'habitude. C'est pour cela que je dis qu'il y a certains sportifs qui nous suivent qui ne sont pas du tout contents. Bien sûr. On a vu des handballeurs ici qui n'ont pas pu voyager. C'est passé le handball à cause des visas. On a été remplacé par l'équipe. C'est le ministère qui délivre les visas. C'est pas lui qui décède. Qu'est-ce qu'il a donc fait par la suite? Non, je le disais. Les handballeurs ne seront pas contents. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Je le disais pour revenir à Harry pour lui dire la thématique. Ce n'est pas une affaire seulement de le ministère contre l'élection seulement. Il faut toujours regarder d'où vient le problème avant d'arriver à ce que tu vois aujourd'hui. Le problème, il est plus profond que ça. Ce n'est pas seulement une affaire de je veux, tu ne veux pas, non. Il y a d'autres antécédents en arrière là qui dérangent. Je pense qu'on pourrait parler de ça un autre jour. C'est toi qui vas choisir. Alors, coach, non, on va évoluer avec, le match des Lions. Voilà, maintenant, vous voyez. Vous allez le... Coach Yuda. Non, mais c'est pas passé. Alors, pas normal. un commentaire, coach, sur ce que vous observez, sur ce que vous observez par rapport à ces différentes tensions de part et d'autre, à quelques jours de l'AG fédéral. Je suis partagé entre la déception et un passage en force, de la part du président Samuel Eto'o. Parce que au début de ce processus, je me souviens, on était à cette émission, on parlait d'élections dans les ligues. Et puis le ministère a tiré déjà l'attention. Pourquoi on n'a pas pris un temps de stop pour se rapprocher du ministère et résoudre le problème? Lorsqu'on est président d'une fédération, on fédère. Lorsqu'on fédère les présidents et non diviser pour récupérer ceux qui partagent notre point de vue, je pense que c'est pas correct. C'est pas correct parce que on est meilleur président encore lorsqu'on a l'adversité et qu'on parvient à gérer cette adversité-là. Je pense que là où il y a échec, je peux dire qu'il y a échec du président Samuel Eto'o. Parce qu'il y a cette adversité, au lieu d'écarter les gens, il faut les écouter. Il faut même trouver des solutions, mais pas écarter. Les gens. Hey, tu es un avocat maintenant. Parce que là, on ne peut pas... C'est le coach, mais quand même. Il dit ce qu'il pense, lui. Non, quand même. Tu dis ta part. Vous n'avez pas contesté ce qu'il a dit lorsqu'il a parlé d'écarter les gens. Non. Parce qu'il a parlé d'un président qui s'est retrouvé avec des preuves
Avant ça, il y a eu certains présidents qui ont été écartés. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Il a voulu m'indexer dans ce projet. J'ai dit que c'est ce commentaire à lui. Voilà, laissez-moi faire mes commentaires à lui. Ce sont mes commentaires à moi. Donc je disais... Le coach réagit et puis on avance. Je disais, ça aurait été bien pour notre icône. Parce que quand je parle de déception, c'est qu'aujourd'hui, notre icône est écorchée par tout ce que j'entends. Et moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas correct de sa part. Il nous a habitués à une certaine image. Maintenant, voilà une autre image qui est renvoyée de quelqu'un qui ne réussit pas à fédérer des personnes et qui prend des décisions. Aujourd'hui, quand on parle de football, quand on parle d'un match pour un sportif, c'est une équipe contre l'autre. Voilà qu'on parle d'une élection où il y a une seule équipe. Donc on va vers un forfait ou davantage, une finale où il n'y a jamais eu de finale où il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas d'adversaire. Ça veut dire que de n'importe comment, je pense que ça aurait été bien d'avoir quand même quelques marque un temps d'arrêt pour résoudre encore qu'il y a des plaintes. Et je pense que c'est dans ce sens que le ministère intervient. Ben, c'est vrai qu'il y a une petite réserve parce qu'il y a déjà des conflits entre le ministère et la fédération. Les arguments sont avancés et lorsqu'on parle des violations de textes, de changement de textes, pourtant, ces textes-là, par le passé, on a fait beaucoup d'années où on a annulé plein d'élections parce que les textes n'ont pas été respectés. J'ai l'impression qu'on est en train de repartir dans ce processus-là. Et lui, pour quelqu'un qui se veut légaliste, qui s'est toujours présenté comme ça, je pense qu'il serait resté dans sa ligne directrice et faire l'effort de corriger. Moi, je pense que le président Samuel Eto'o a les moyens pour gagner ces élections. Il n'a pas besoin de faire un passage en force parce que ça se présente. Nous sommes actuellement dans une période où il y a eu un passage en force qui crée des divisions dans le Cameroun. Pour tomber à la FECAFOOT qui veut faire pareil, je pense que, à mon avis, il serait bien de stopper cette élection pour éviter justement la menace à l'ordre public. Parce que cette élection-là, sérieusement, risque de rejoindre l'autre qui vient de passer pour lequel les gens ne parviennent pas à s'entendre. On ne va pas refaire un débat politique ici, on laisse ça à 4 sous table là-bas. Non, je ne fais pas le débat, j'essaie juste de nous éviter d'avoir les mêmes habitudes. Voilà, on reste dans le... On est en train d'aller vers les mêmes habitudes. Donc, si on vous comprend, coach, pour vous, il faudrait que le processus s'arrête d'abord. Oui, moi ça c'est mon avis, le processus doit s'arrêter. Le président Samuel Eto'o doit appeler ses frères et ses sœurs, s'asseoir. Quelqu'un, je sais qu'il nous a montré les actes de quelqu'un de humble. Qu'il soit humble, qu'il appelle les uns et les autres et qu'il voit comment faire. Je pense qu'il aime ce foot. Il n'a pas besoin que ce foot soit aujourd'hui divisé, que ceux qui veulent investir dans ce foot soient écartés, ceux qui se sont sacrifiés pour ce foot soient écartés, tout simplement parce qu'ils ont donné leur avis. Moi, je pense que ce n'est pas cool, c'est pas correct. Voilà, affaire à suivre. Hein. L'élection, c'est le 29 novembre. On verra bien ce qui va se passer d'ici là. Et on aura l'occasion de revenir évidemment sur cette thématique dans notre prochaine édition. Sans faute, Maître Biba. On va vous proposer de suivre ce reportage pour marquer la transition avec la seconde thématique en rapport avec les Lions indomptables. Vous le savez, le Cameroun a disputé un match de barrage, demi-finale de barrage Zone Afrique le 13 novembre dernier du côté du Maroc face à la RDC. Et au finish, c'est la RDC qui est donc passée, laissant les Lions indomptables abattus, ainsi que de nombreux supporters qui n'en reviennent toujours pas. Si c'est possible, je voudrais qu'on écoute, qu'on suive ce reportage de Léla Ngonzu. Maïlé. Douche froide à Rabat. Le Cameroun n'ira pas à la Coupe du Monde. Le pays a été éliminé ce 13 novembre 2025 par la République démocratique du Congo en demi-finale de barrage de la Zone Afrique. Goût très amer. Le Cameroun crée mal joué.
on supportait le Cameroun, mais ils nous ont déçus avec. Vraiment, je me suis senti mal. Je vais l'avouer parce que je ne savais pas que les choses pouvaient arriver jusqu'à ce niveau. On est incapable de tenir un match jusqu'à ce qu'à la dernière minute, on se fait bâtonner par le Congo. Vraiment, ça n'a pas été bienvenu chez moi. Vraiment. Bon, ça fait mal. C'est bien qu'on espérait qu'ils devaient gagner. Bon, moi je ne sais pas quoi je peux dire. Tout ce que je peux dire, c'est que non, on a vraiment eu mal. Parce qu'on avait toute confiance. On savait qu'ils devaient quand même faire quelque chose. La rencontre engagée avec beaucoup d'intensité, les Lions indomptables et les Léopards font jeu égal à la première mi-temps, 0-0. Il faudra attendre les dernières minutes pour qu'à travers un corner, le sort du Cameroun soit scellé. Avant ce match, au début de ce match, j'étais pas très optimiste. Donc je me demandais même si je devais supporter mon pays. Mais au fil du temps, vu ce que les gars ont développé, ça a commencé à me donner un peu d'envie. Il y a eu de l'engagement à un certain moment du match. Et après un gros relâchement, il y a aussi ce but qui est venu tout sceller. Grosse désillusion pour les Lions indomptables, qui pour la 9e fois de leur histoire seront absents à la fête du football mondial. Tout ce que Dieu fait est bon. Et le Cameroun actuellement a assez de problèmes. Donc je pense que ce serait une bonne chose si les gars retournent au pays et qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on va gérer le pays pour mieux avancer. Ça va permettre également que les choses soient bien faites, que dorénavant on se prépare de façon un peu plus sérieuse et qu'on est vraiment le Cameroun que nous avons toujours été. Pour certains Camerounais, il faut chercher l'origine de cette défaite dans l'interminable conflit entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Comment je ressens, c'est que s'il n'y a pas d'entente entre le président de l'Africa Foot, qui est notre star international Samuel Eto'o, s'il n'y a pas d'entente, on ne peut pas arriver où on part. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait l'entente entre le président de l'Africa Foot et le ministère des Sports. C'est pour ça. Ce n'est que ça. Parce que quand moi je vois les choses qui se passent là, ce n'est pas normal. On a d'abord traité ce qui se passe à la maison avant de voir maintenant comment on peut s'en sortir à l'extérieur. Définitivement éliminé, le Cameroun ne s'envolera pas vers l'Amérique du Nord, où se déroulera la Coupe du Monde du 11 juin au 19 juillet 2026, au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Of regular time, so it is not yet the 15 minutes times 2 that you're talking about. So if Maïlé. Voilà, on comprend évidemment la grosse déception des fans et supporters des Lions indomptables après cette élimination. Et finalement, vous savez, c'est la RDC qui représentera donc l'Afrique au tournoi intercontinental prévu au mois de mars 2026. Il nous reste quelques minutes. Pour vous, quelles sont peut-être les grandes leçons, Serge, à tirer après cette élimination? La première chose, c'est qu'on a vu une équipe camerounaise métamorphosée dans ce match-là. Je pense qu'il n'y a pas eu que de négatifs. Il y a eu un manque de réussite dans le jeu, mais il y a eu quand même une nouvelle cuvée des Lions qu'on a vu qui crée l'osmose et une transition entre l'ancienne génération et celle actuelle qui pouvait faire quelque chose. Mais comme vous savez, les matchs pareils sont des finales. Les finales, on les joue pour les gagner. Et je pense que la RD Congo a le plus de baraka. On a raté ce qu'il ne fallait pas dans ce match-là et à la fin, on a payé cher. On a payé cash. Donc, maintenant, l'élimination, comme vous avez suivi certains le dire, peut-être il fallait que ça arrive parce que vous savez, il y a de Cotonou à LBF, il en faut des kilomètres du football. Quand il y a sa magie, un groupe n'est pas uni à travers un objectif. Ouvrons cette room une fois en mode mais il n'y a pas une évidence de réussir. Ouvrons cette room une fois en mode de Waka Waka. De Cotonou à LBF, il en faut des kilomètres. Heureusement, la musique, de par sa magie, contribue à réduire les distances. Vous avez fait connaître ce qu'on appelle dans la maison le démon. Ouvrons cette room une fois en mode de Waka Waka. De Cotonou à LBF, il en faut des kilomètres. Heureusement, la musique et sa magie contribuent non seulement à réduire les distances, mais à connecter les peuples à l'ambiance. Voici Fanico de Jésus et l'Oiseau sur le Extra. Enjoy. C'est ceux qui nous ont même pas fait peur dans le jeu. C'est pas trop ça, mais on va faire avec.
mauvaise organisation, mauvaise préparation. Et ça revient au conflit Minicep Fecafoot dont on fait allusion, qui est mal géré. From Cameroon to UK. Maintenant, qui est le gros perdant de cette désillusion? C'est d'abord le Camerounais lambda parce que, comme on a dit, dans la colère, quelqu'un peut piquer une crise et faire un AVC. Personne ne va le ramener à sa famille, hein, parce qu'il est passionné du match ou bien du football. À côté, il y a la fédération qui, à mon avis, d'abord les joueurs, parce que les joueurs, ça aurait été quelque chose de bien dans la carrière d'aller ajouter une Coupe du Monde à son palmarès. Donc, l'entraîneur et les joueurs, je pense que c'est une déception. À côté, il y a la fédération, pour moi, qui, derrière cette affaire, assoit les moyens pour une Olympiade. Parce que la Coupe du Monde, lorsque vous y allez, vous réunissez de l'argent pour travailler sur 4 ans. Surtout pour le foot amateur. C'est-à-dire vous avez de l'argent pour faire la formation des formateurs, formation des footballeurs, infrastructures et autres. Tout ça, on a perdu pour cette décade, pour cette Olympiade, et c'est assez grave. Maintenant, il y a le ministère à travers l'État qui a financé cette sélection sur le plan des compétitions et autres, et qui aujourd'hui n'a rien récolté en retour, même pas l'honneur, parce qu'on sort au barrage. Bon, donc tout ça, c'est pas normal, et nous pensons que ça nous interpelle à nous asseoir davantage et réfléchir sur... Ailleurs, les gens, après des événements comme ça, s'asseyent pour faire ce qu'on appelle une autocritique objective de ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut corriger pour les événements futurs. Mais nous, on va banaliser et se dire, bon, demain, on va gagner quand même. Et ça, c'est le Cameroun, on a tout fait comme ça, il y a eu quoi? On avance. Espérons que les gens vont revenir à de bons sentiments. Harry, c'est un peu ça l'espoir, que les uns et les autres reviennent à de bons sentiments. Surtout qu'il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. Non, mais le Cameroun, c'est sportivement qu'il a perdu. Hein. Il n'a pas perdu autrement que d'être descendu sur l'arène. Et c'est avoir affronté une équipe de la RDC bien organisée, bien en place, qui a mérité sa victoire. Bon, on ne peut rien redire là-dessus. On sait très bien que la RDC s'est bien organisée. Depuis leur instance fêtière, le ministère, même la présidence de la République, il suffit seulement de voir quelques images pour comprendre que le président de la République, Tshisekedi, était pleinement impliqué dans cette histoire. Il a proposé même une prime spéciale en cas de qualification pour les intercontinentaux. On peut dire que les gars étaient motivés, mais heureusement ça a marché pour eux. Le Cameroun, malheureusement ça n'a pas marché pour le Cameroun, surtout dans les derniers instants de la rencontre où tout le monde pensait qu'il fallait peut-être aller chercher les prolongations pour passer. Le Cameroun a fait une erreur d'apprenti, manque de concentration, parce que c'est à ce niveau que tout s'est passé. Bon, parce que si il fallait rejouer le match, je ne pense pas que mais les Congolais diraient qu'ils gagneraient le Cameroun, parce que le Cameroun était bien en place, comme l'a dit Charles, en place Serge, hein, voilà, dans ce match. Bon, mais c'est ça la dure loi du sport. Le Cameroun ne s'est pas qualifié, c'est tout. Bon, on va accuser qui? Peut-être on peut aller, selon qu'on est pour Fecafoot ou pour ministère, on peut aller chercher. Mais c'est sportivement que le Cameroun a perdu. Le Cameroun a perdu sur le terrain. Il n'a pas perdu parce qu'au ministère, les choses ne se passaient pas bien ou à la Fecafoot, non. Ils ont perdu sur le terrain. Et c'est ce qu'on va retenir prochainement. Il faudra être plus concentré. Prochainement, il faudra mieux se préparer. Prochainement, il faudra mettre toutes les chances de ses côtés pour pouvoir passer. Donc le Cameroun, bon, la CAN, vous avez fait allusion à la CAN arrive, ça c'est aussi une preuve où il faudra prendre certaines décisions fortes, retenir les leçons de ces 7 débats et maintenant trouver des solutions pour rentrer dans cette CAN. Pourquoi pas terminer dans le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations, ça nous manque. Et puis, à partir de là, les Lions pourront se rebondir. Il y a certainement des décisions fortes qui doivent être prises. Parce que quand il y a une défaite, on en tire les conséquences. Et puis, en football, comme en sport, ça ne pardonne pas. Quand vous avez perdu, vous êtes mauvais. Donc, il n'y a rien de dire que... Donc, les joueurs, on va leur demander de jouer autrement. Certains joueurs, on va leur dire, bon, c'était bon,
pour certains membres du staff technique, c'est normal qu'on leur dise que c'est pas bon. On doit vous remplacer. Parce que c'est comme ça que ça se passe quand on tire des conséquences. On a le temps, peut-être Martial Biba, sur cette question, sachant que la Coupe d'Afrique commence le 21 décembre. Nous sommes le 19 novembre. Est-ce que le Cameroun peut prendre le risque de, je sais pas moi, de modifier son staff technique à quelques jours d'une compétition aussi importante? Je commence par dire oui. C'est pas une question de temps. Pas une question de temps. Pourquoi? Parce que je rejoins ce que Harry venait de dire. C'est-à-dire qu'on a perdu sur le terrain. Et pourquoi? Parce que j'ai suivi les interventions des autres. On parlait de crise. La crise existe depuis. Et le Cameroun gagne des matchs. Le Cameroun fait des matchs nuls pendant la crise. Donc quand on perd, ce n'est pas la crise qui fait en sorte qu'on perde. On a perdu parce qu'on n'a pas été concentré. Et la RDC a utilisé ce que nous utilisions avant, ce qu'on appelle le Hemley, le Fighting Spirit, à travers un joueur qu'on appelle Chancel Mbemba. Il a montré le Fighting Spirit en accompagnant ses coéquipiers. Moi, en dehors de perdre sportivement, je prends si on demande qu'est-ce qui n'a pas marché, je dis c'est le karma aussi. Il y a un problème karmique. Pour ceux qui sont venus un peu... je ne sais pas, l'équipe nationale, c'est pour tout le Cameroun. Quand on vient devant pour dire, par exemple, je suis le patron des Versières, je veux avoir... On va pas refaire ce débat. Je ne le fais pas. Je veux avoir un comportement indifférent au banc de touche. Et de l'autre côté, on dit que ce n'est pas la fédération qui gère l'équipe nationale, c'est le ministère. Quand on gagne, on dit que l'entraîneur est bon, depuis qu'il est là, on ne perd pas, il est bon. Quand on perd, moi je commence à l'accuser et j'accuse ceux qui ont encerclé l'équipe nationale en écartant la Fédération Cameroun de football. Donc c'est le karma aussi qui nous a fait savoir comment les choses doivent un peu se régler quand on veut écarter l'organe technique. Est-ce que vous avez l'impression que c'est en train d'être réglé, justement, ces choses-là? Le karma, c'est la responsabilité des actes. Ceux qui sont venus ne pas reconnaître l'organe technique et qui se sont accaparés. Il y a Serge qui a quand même bien défini il a dit quelque chose d'extraordinaire. Les grands perdants dans tout ça. Oui, il a dit, les grands perdants, avec ceux qui souhaitent que ceux qui sont les grands perdants perdent. Il y a aussi ça. Il y a ceux qui souhaitent que les grands perdants perdent parce qu'ils n'ont pas quelque chose là-dedans. Mais je dis donc le karma, la responsabilité des actes. Quand vous faites quelque chose, en retour, c'est les leçons qui viennent. Peut-être, si vous avez une ouverture d'esprit, ça peut vous aider que prochainement, quand vous arrivez, vous devez vous concentrer dans votre boulot. Les joueurs n'ont pas été concentrés, mais sur le plan disciplinaire, ils étaient tellement concentrés quand on leur demandait ne vous reposez pas, regroupez pour faire des lettres avec les cadres et envoyer. C'est ce que j'appelle le karma. Coach Martial et le ministère, ça les concerne. Pour sortir. Oui, moi j'étais partagé entre. C'est vrai que la défaite sportive, moi, je ne trouvais pas le mot. J'aurais parlé de spiritualité, mais je vais rester dans le karma avec lui parce que lorsqu'on se pose une simple question, se pose une simple question, qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent de la dernière Coupe du Monde pour qu'aujourd'hui on n'ait pas des infrastructures et on cherche encore à avoir cet argent-là. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? Aujourd'hui on pleure, on a payé cet argent. Qu'est-ce qu'on a fait avec les autres argents? Pourquoi vous voulez donc avoir cet argent si vous l'utilisez? Je me revois quand je parle du karma. On en sait rien. Donc c'est ça qui me fait. Et maintenant, il ne sait pas qu'il y a le siège de l'Africa Foot qui est en pleine finition. Il ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il y a deux stades qui sont sortis de terre. Deux stades qui sont sortis de terre. Bon, c'est beaucoup de choses qui ont été faites. Non, peut-être vous êtes aussi, vous êtes contre tout, non, mais c'est pas bon. Maintenant, dans le karma, il y a aussi le côté problème ministère FECAFOOT. Ça rattrape tout le monde. Il faut pas aussi négliger. Non, je pense que je suis journaliste, il faut remettre tout en place. En tout cas,
Coach Marcia Yudom, merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Serge Kamdem Kouam, Maître Biba, Harry Epopou et le coach de basket Marcia Yudom on dit. Merci également à toute la grosse équipe technique avec Eringando à la réalisation, Zipia au son, Yvonne Amougo au maquillage. Merci à mes téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.